Bonsoir à tous. On va commencer notre séance. Alors, on a un public jeune ce soir, à commencer par le conférencier. Oh, merci. En plus d'être jeune, il est urbaniste. Il fréquente de temps en temps le conseil de développement, malgré ses nombreuses occupations. Et il va nous parler ce soir d'urbanisme circulaire. C'est un concept nouveau. Et Sylvain Grisot en est un peu à l'origine. Vous avez d'ailleurs été invité, peut-être vous l'avez vu, à précommander son livre sur la plateforme de financement Ulule. Et je crois que la campagne a connu un assez beau succès, d'après en tout cas les échos que j'ai pu lire. Nous avions parlé en décembre dernier au sein du Conseil d'économie circulaire, plus globalement, avec Jean-Louis Berget. Et la séance de ce soir prolonge finalement cette réflexion, puisqu'elle s'inscrit dans la même perspective. Sylvain va nous en dire un peu plus sur le concept, enfin beaucoup plus, même sûrement, sur le concept d'urbanisme circulaire et sur ce qu'il propose pour reconstruire la ville sur la ville et freiner la consommation d'espace et l'artificialisation des sols. La lutte contre l'étalement urbain, c'est déjà presque un vieux combat. Mais est-ce que ça a porté ses fruits? Ça fait partie peut-être des questions qu'on pourra évoquer. Les réponses apportées ont-elles été les bonnes? Y a-t-il de nouvelles alternatives à l'étalement urbain? C'est ce qu'on attend c'est les réponses à ces questions qu'on attend un peu de notre échange. Donc la règle du jeu pour ceux qui ne viennent pas forcément souvent, Sylvain va nous présenter son contenu pendant 1 heure à peu près, et puis ensuite c'est un jeu de questions-réponses avec la salle. Sylvain, c'est à toi. Bonsoir. Excusez-moi, c'est un peu impressionnant d'être là devant cette assemblée. Mon nom est Antoine Gébaud, je suis le maire de Saint-Gonchin, une commune de l'ouest de la France d'un peu plus de 2000 habitants. Je suis maire depuis mars 2020, ça fera donc 12 ans dans quelques semaines. Vous m'avez demandé de raconter cette décennie de changement, de témoigner. Merci encore, c'est important pour nous tous. Je vais commencer par le début des années 20. J'étais second sur la liste pour les élections municipales. J'avais dit oui au maire sortant qui se représentait, un ami. Je m'ennuyais sans doute un peu dans mon boulot d'urbaniste à ce moment-là. J'avais l'impression de faire toujours le même projet. Puis j'avais la sensation que quelque chose ne tournait pas rond et l'envie d'agir. J'avais pas réalisé ce dans quoi je m'engageais, mais alors pas du tout. Évidemment, j'ai été élu, il n'y avait qu'une liste. Et je me suis retrouvé en mars 2020, premier adjoint à l'urbanisme durable et à l'économie circulaire. C'est pas mal, non? Alors, il y avait bien eu quelques signes précurseurs que l'on n'avait pas voulu voir. Il y avait ce maire breton, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait décidé d'interdire l'épandage de produits chimiques dans les champs à 150 mètres des habitations. J'ai jamais compris pourquoi il avait décidé 150 mètres et pas 100 mètres. Ça paraissait plus logique, mais bon, peu importe. Au début, cela avait bien fait rire les autorités, et puis un peu moins quand il a commencé à être suivi par des collègues un peu partout en France. Mais alors, quand les tribunaux, au début de l'été 2020, leur ont donné raison, là, elles n'ont plus du tout rigolé, les autorités. Ça a été une vraie traînée de poudre. En quelques semaines, toutes les lisières agricoles des villes ont été déclarées impropres à l'agriculture conventionnelle et devaient être laissées en friche ou passer en bio. Cela représentait à l'époque plus de 5% des terres cultivées, mais chez nous, c'était vraiment beaucoup plus. La commune s'était développée pendant 20 ans en aménageant un champ puis l'autre pour y construire des lotissements pour ceux qui travaillaient dans la métropole. Alors, partout, le monde agricole était en contact avec l'habitat. Un contact qui était déjà rugueux, mais alors là, c'est devenu la guerre ouverte. Vous imaginez bien qu'en tant qu'élu, on était coincé au milieu d'un enjeu qui nous dépassait. Mais on comprenait bien que c'était important. Alors, on allait d'incendie en incendie, calmant les uns, expliquant aux autres qu'il allait falloir changer leurs pratiques agricoles, mobilisant tout le monde pour les accompagner. Mais tout ça n'était rien par rapport à ce qui nous attendait. Et je vais essayer d'être précis car l'enchaînement des événements est vraiment important. Alors, déjà, à l'automne 2020, il y a eu les élections américaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'arrivée surprise de cette jeune présidente démocrate et la fuite au Mexique de Donald Trump avant même la fin de son mandat. Dès son arrivée au bureau ovale, elle a fait sauter une tête, celle d'Andrew Wheeler, un ancien lobbyiste de l'industrie du charbon placé par Trump à la tête de l'Agence de protection de l'environnement. Il est remplacé par Paula Stewart.
Vous voyez sûrement de qui je veux parler. Cette scientifique de l'Université de Columbia qui, dès son entrée en poste, lance une série de mesures d'urgence. Et le retrait du glyphosate des champs américains en faisait déjà partie. Ça couvait depuis des mois, avec plus de 40 000 plaintes déposées contre le fabricant, notamment par les agriculteurs. Mais c'était plus Monsanto qui était visé. L'entreprise américaine avait opportunément accepté l'offre d'achat de l'allemand Bayer pour un montant complètement délirant, juste avant cette assemblée judiciaire. Monsanto étant passé sous pavillon européen, l'administration américaine avait les mains libres pour taper fort. Donc c'est à ce moment-là que l'Organisation mondiale de la santé se réveille et annonce une nouvelle enquête internationale sur l'ensemble des produits phytosanitaires utilisés pour l'agriculture. Les premiers résultats tombent rapidement et sont accablants. Avant la fin de l'année, toutes les autorités sanitaires ont mis sur la touche, au moins temporairement, les principaux produits phytosanitaires. Le choc est massif. Il a fallu brutalement arrêter d'utiliser des produits qui étaient devenus indispensables aux agriculteurs. Un arrêt brutal de la machine agricole dans les pays développés. On a dû tout réorganiser pour cultiver mieux et produire suffisamment pour nourrir la population. Ça a été l'explosion. On était sans arrêt sur le front. C'est à ce moment-là que le maire de ma commune a décidé de jeter l'éponge, comme des milliers d'autres partout en France. Je me suis retrouvé maire par défaut, puis président de la communauté de communes par le hasard de l'histoire. Quelle histoire! La crise a fait réaliser à chacun l'importance de ces terres agricoles de lisière qu'on pensait juste bonnes à occuper les ruraux dans l'année et à dépayser les urbains pendant les vacances. Mais surtout, ces terres étaient vouées à servir de zone d'extension à la ville. Tout à coup, elles sont redevenues vitales, d'autant plus que les rendements sont devenus plus aléatoires avec les techniques biologiques et le changement climatique, et que la population n'a pas cessé d'augmenter. L'État a traîné à agir, il a organisé des colloques, réuni des commissions, mais localement, les élus et citoyens se sont mobilisés. De la plus grande métropole à la plus petite commune rurale, tous ont instauré un moratoire sur la consommation des terres agricoles, puis marqué symboliquement la fin définitive de la ville par des plantations d'arbres fruitiers. C'était en 2022, déjà. C'était beau et effrayant. On ne savait plus comment faire la ville. L'impact a été énorme. Il a fallu tout réinventer pour reprendre aux besoins d'habitat, de commerce, de développement économique. Bref, continuer à construire la ville, mais sans l'étendre. On a rapidement recensé puis mobilisé tous les espaces potentiels pour répondre à la demande de la croissance urbaine, sans s'étaler dans les champs, les bâtiments sous-utilisés, les délaissés routiers, les pelouses des parcs d'activités, les jardins de lotissement, les toits, les golfs, les friches urbaines, même les sous-sols. J'ai passé beaucoup de temps posté à la lisière de la ville, des années à retisser les liens entre les habitants et les agriculteurs, conversation après conversation. Les premiers avaient besoin de manger, mais surtout de comprendre. Les seconds avaient besoin de bras, mais aussi d'un nouveau savoir-faire pour déployer partout une agriculture en intelligence avec les sols, les paysages et les caprices de la nature. Les déchets des urbains devenaient l'engrais des ruraux, et les week-ends, on se retrouvait au bord des champs pour reconstituer une à une les haies arrachées par nos aînés. J'ai surtout travaillé sans relâche pour mettre au point les alternatives au grignotage de nos terres. Faire la ville sur la ville, mais vraiment, pas juste en parler. Ce n'était pas simple au début, il a fallu tout apprendre. Mais à la ville comme au champ, plutôt que de couler du béton ou dépendre des produits, on a décidé d'affronter la complexité des choses. On voulait faire la ville autrement, et on le faisait vraiment. En une poignée d'années, on a réduit drastiquement notre consommation de sol et engagé un vaste chantier pour refaire la ville, au lieu de l'étendre. Isoler partout, poser de nouveaux étages sur des bâtiments, glisser un nouveau logement entre deux maisons. On s'est adapté au changement du climat, mais on a surtout compris comment devenir adaptable. Maintenant qu'on a passé la grande crise agricole, on sait que les solutions n'existent que dans la coopération. Les habitants ont compris pendant ces années qu'il fallait se mobiliser et faire, plutôt que de venir se plaindre dans le bureau du maire. D'ailleurs, j'ai plus de bureau. La mairie est transformée en espace de services mutualisés et tout se décide désormais à un niveau territorial beaucoup plus large, à l'échelle des problèmes réels, pas juste des alliances politiques. Mais le maire est toujours là pour écouter, expliquer, parfois montrer la voie. C'est peut-être plus le même métier, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je me souviens très nettement de ce printemps 2026. Je venais à nouveau d'être élu président de la communauté de communes, mais pour la première fois directement par les citoyens de tout le territoire. Sillonner les routes de la communauté pour rencontrer tous les élus, un par un, pour les convaincre qu'il fallait encore accélérer la transition. J'ai passé mes journées et mes nuits. C'était le coucher du soleil, la fin d'une belle journée de printemps, et j'ai mécaniquement mis en marche mes essuie-glaces pour nettoyer mon pare-brise. Alors je me suis arrêté sur le bord d'un champ et je suis sorti regarder ma voiture. Elle était criblée de petits insectes, comme dans mon enfance. Et c'est là que j'ai entendu le chant des chardonnerets, cachés dans une haie encore jeune. Les insectes, les oiseaux, ils sont revenus. On a réussi ça et plein d'autres choses. Mais je l'annonce aujourd'hui, dans quelques semaines, je terminerai mon mandat et ce sera le dernier.
À 55 ans, bientôt 56, j'ai décidé de ne pas me représenter. Je jette pas l'éponge, non, je passe la main. C'est très différent. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver autant au cœur de grandes transformations de cette décennie, mais c'est à vous d'écrire la suite. Moi, je vais reprendre mon métier d'urbaniste. Il a tellement changé. En fait, je m'appelle Sylvain Grézeau, vous l'avez compris. Et je ne suis pas élu du tout. Je suis un petit peu prof. Je vais visiblement avoir quelques étudiants dans la salle demain, en cours, 9h, salle 908, je crois. C'est 908. Je suis surtout urbaniste. J'ai une activité de conseil, uniquement d'ailleurs, dans le renouvellement urbain, c'est un choix. Donc le travail de la ville sur la ville. Et il y a un travail, j'ai appelé innovation, un collègue chercheur appelait ça de l'action-recherche et pas de la recherche-action, et ça me va très bien comme terme. Je théorise finalement ma pratique et j'essaie de l'élargir, notamment autour d'un thème que j'ai appelé l'urbanisme circulaire. Alors je vais vous expliquer ça. On va essayer de comprendre déjà. Comprendre où on en est. Évidemment, la population croît. Alors ça ne va pas durer 50 ans, mais ça va durer encore quelques décennies. On devrait être environ une dizaine de milliards sur Terre d'ici 2050. Alors c'est des chiffres certes impressionnants, mais qui cachent les vraies réalités des choses. C'est l'explosion de la croissance urbaine. En fait, l'essentiel de la croissance va se faire dans les villes. On va avoir finalement une réduction de la population rurale et un doublement de la croissance urbaine, de la population urbaine d'ici 2050. Alors évidemment, tout ne se fera pas en France, je vous rassure, mais une bonne partie se fera aussi en France. On attend 15% de croissance d'ici 2050. Alors évidemment, la ville croît. Si la population urbaine croît, la ville croît. Ça, c'est une croissance organisée, c'est peut-être plus ça qu'on vit au quotidien, avec une unité, c'est l'unité de consommation du sol en France, c'est le département. Alors on va commencer par un petit test, c'est pas que pour les étudiants. Combien d'années il faut en France pour consommer l'équivalent d'un département en terre? Allez, alors dites, une année ici, qui est pour une année? Oui, ensuite vous dites 10 ans, qui est pour 10 ans? Levez la main. Il y a d'autres chiffres, 13 ans j'ai entendu? 13 ans, tiens, j'avais jamais entendu celui-là, on entend souvent 7 ans. 7 ans, alors, en fait c'est 20 ans. En fait c'est 20 ans, ça fait 20 ans qu'on parle d'étalement urbain, j'en parlais tout à l'heure, ça fait très longtemps, et on vient d'apprendre à compter les choses l'été dernier. On n'avait pas de données propres, on n'avait pas de données cohérentes permettant d'évaluer les problèmes. Comment est-ce qu'on peut traiter un problème si on ne sait pas l'évaluer, si on ne sait pas ne serait-ce que compter l'étalement urbain? C'est 20 ans, donc j'ai envie de dire fin de la conférence, finalement il n'y a pas de problème. Alors en fait si, bien sûr il y a un problème. Alors juste pour mémoire, 1 an c'était Nicolas Sarkozy qui a flanché lors d'une conférence, mais il avait tendance à en rajouter un petit peu. Donc ça on n'a jamais eu ces données-là. Tous les 20 ans, ça veut dire 30 000 hectares par an. 30 000 hectares par an, c'est une vingtaine de Notre-Dame-des-Landes, tous les ans. 30 000 hectares par an, c'est 375 Europa City, tous les ans. C'est 5 stades de foot aux normes internationales, toutes les heures, même la nuit, même le week-end. Il n'y a jamais eu une manif, il n'y a jamais eu un abribus cassé, il n'y a jamais eu une tribune dans Libération. On est quand même face à un phénomène qui est important, qui est extrêmement massif, et qui n'a pas tendance, contrairement à ce que disent certaines études un petit peu optimistes, à décroître, puisqu'il a décru certes ces dernières années, mais après la crise immobilière de 2008. C'est la seule chose qui a pu le ralentir. On a même plutôt, sur les derniers chiffres, une réaccélération. Alors si on regarde le détail de tout ça, on dit que finalement, on a une géographie de la consommation foncière qui est relativement cohérente avec la croissance urbaine. On va retrouver le littoral, les grandes métropoles françaises qui se développent. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, rentrons un petit peu dans le détail. Si on croise deux courbes, qu'on les fait partir là dans les années 50, on s'aperçoit qu'en fait, la croissance de la surface urbanisée est 3 fois plus rapide que la croissance de la population. On a donc bien un déphasage entre d'un côté la population accueillie et de l'autre côté la consommation de sol.
C'est là où on retrouve finalement cette notion non pas de croissance urbaine, mais d'étalement urbain. L'étalement, c'est quoi? C'est une croissance certes, mais une croissance inefficace. On consomme plus de sol pour rendre moins de services, et là pour héberger plus d'humains. Alors rentrons encore dans le détail. La Bourgogne et les Pays de la Loire. Rien à voir, vous allez me dire, on peut parler de Pinard, ce ne sera pas l'objet, parce qu'on ne fera pas le poids. Si on parle de croissance de population, là on a des chiffres qui sont extrêmement différents. On est sur des surfaces très proches, hein. C'est des surfaces en termes d'hectares entre ces deux régions qui sont très proches. Les Pays de la Loire ont fait plus 150 000 habitants entre 2010 et 2015. Globalement, plus 20 000 emplois. Pour la Bourgogne, c'est une stabilité de la population. On est à plus 900 habitants et on a une perte de 20 000 emplois. On a donc d'un côté une région en crise et de l'autre côté une région en croissance. La Bourgogne a quand même consommé 30% de la consommation de sol des Pays de la Loire. C'est-à-dire que, en fait, on s'aperçoit là, à cette échelle-là, que manifestement, on ne se développe pas et pour autant on consomme quand même. On a, je crois, 14 000 communes en France qui, toujours entre 2010 et 2015, ont perdu de la population. 14 000 communes sur les 35 000. La consommation de sol pour accueillir des habitants, la consommation de sol pour l'habitat, a représenté 25% de la consommation nationale dans ces communes. Ça veut dire qu'on perd des habitants, on consomme quand même du sol et on en consomme de façon massive. On a une décorrélation complète entre les besoins de services urbains, les besoins d'habitat, les besoins de développement économique et la consommation foncière. Alors évidemment, le moteur de l'explosion, c'est la voiture. Vous la reconnaissez, c'est la Ford T. 1908, sortie de la première Ford T. Alors bien sûr, c'est une révolution. Pas tant que ça. C'est une révolution par l'industrialisation, par l'accès qui est donné aux choses, qui est donné à ce bien-là, évidemment par l'industrialisation de ce process, mais la voiture a été inventée bien avant. Ce n'est pas une invention technologique et de toute manière, la voiture ne fait pas système de mobilité. Elle a besoin de carburant. Ça tombe bien. Juste à cette période-là, on a l'arrivée de l'électrification dans les foyers américains. On passe globalement en 15 ans de 8% de foyers qui sont connectés à 30-35%. Je reprends mes chiffres, 35% en 1920. 1907, 8%, 35% en 1920. Quel est le rapport avec la voiture? En fait, toute la richesse et le démarrage de l'industrie pétrolière s'est fait sur la production de kérosène. Pour faire quoi? Faire voler des avions. Sauf qu'en 1908 et à la fin du 19e siècle, il n'y en avait pas beaucoup qui volaient. Pour allumer des lampes. Tout le développement de l'industrie pétrolière, la richesse de Rockefeller, s'est fait sur le kérosène pour l'éclairage, et notamment l'éclairage des foyers. L'essence était jetée à la rivière. Et on a une transition qui se fait au début du 19e siècle, globalement autour de 1910, qui se fait entre du kérosène qui sert de moins en moins, et on va produire de plus en plus d'essence dans les raffineries, notamment celle de Rockefeller, de la Standard Oil, avec de nouveaux process, et on va avoir un débouché qui est la voiture. On a donc un véhicule, on a un carburant. Il manque la route. Alors là aussi, les choses vont vite. On a une parade à New York, dans la 5e avenue, le jour de Pâques, tous les ans. Donc on a des photos. Ça permet de documenter les choses, et on voit qu'en 1900, on a déjà une voiture. Alors on est aux États-Unis, à New York, le jour de la parade. 1913, on a encore un cheval. On n'imagine pas la vitesse des révolutions. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas ces smartphones qui nous collent à la poche. L'arrivée de la voiture est allée très vite. Alors évidemment, on est à New York. Et on pourrait dire que la messe est dite, pas vraiment en fait. 1924, une du New York Times qui étale toute sa haine contre la voiture. C'est le grand tueur, la voiture. On a des milliers de morts aux États-Unis. Vraiment une inflation de la mortalité. Et avec des débats notamment sur l'interdiction de la voiture en ville ou sur l'obligation de limiteur de vitesse. L'idée de couper le contact si on dépasse les 20 miles à l'heure. C'est pas mal, non, comme idée? Donc là, il y a une lutte effrénée des lobbies automobiles pour éviter évidemment tout ça. Le problème, c'est qu'on a une ville qui est strictement incompatible aujourd'hui, à cette époque-là, dans les années 1920 aux États-Unis, entre la croissance de la voiture d'un côté et la fréquentation par les piétons. Alors on invente quelqu'un, c'est Monsieur Jay Walker, avec une campagne de publicité qui est relayée notamment par les autorités, l'idée étant de retourner la faute
du piéton écrasé. Le jaywalker, walker, c'est celui qui marche, le jay, c'est le pecno, hein, c'est le paysan, c'est celui qui ne sait pas vivre en ville et qui ne sait pas traverser. C'est un retournement de la faute, finalement, c'est lui qui ne sait pas traverser, c'est pour ça qu'il se fait écraser. Et on arrive à sceller ça à la fois avec Monsieur Jaywalker, et puis ça rentre au dictionnaire. Hein. Maintenant, c'est jaywalking hein, aux États-Unis, donc c'est maintenant un terme devenu courant. Ça rentre aussi dans le droit, avec en 1925 les premières régulations, les premières obligations qui sont faites aux piétons de traverser sur les clous et de laisser la priorité, quand le feu est rouge pour eux, aux voitures. Évidemment, ça se fait où? Une idée qui a pu innover là-dessus? Los Angeles, la ville de Los Angeles. Et donc on a cette hiérarchie qui se crée entre d'un côté le piéton qui est repoussé sur son trottoir, qui peut passer sur certains passages, hein, et de l'autre côté la voiture et ce gouffre qui lui est offert. On a transformé la ville et les choses vont très vite. On a une baisse extrêmement rapide du nombre de jours en circulation aux États-Unis et l'explosion du nombre de voitures en circulation. Vous voyez, le croisement des courbes se fait autour de 1925. Ça, c'est aussi l'arrivée d'une ville propre aux États-Unis. C'est la fin du crottin, hein, des milliers de morts qui sont associés à toutes les pathologies qui sont liées à la présence du crottin dans la ville, et aussi la fin d'une rivalité pour l'alimentation humaine, puisqu'il fallait bien faire paître les chevaux. Alors on ne savait pas qu'un siècle après, on se poserait la question de la pollution de l'air et de la question des agrocarburants et de leur prise sur les surfaces agricoles. 1924, invention de la nourriture pour chiens en boîte. Quel est le rapport? Une idée? C'est surtout qu'il fallait bien faire quelque chose des chevaux en trop. On les a mis là. Alors, ce n'est pas les seuls à faire les frais, évidemment, du développement de la voiture en ville et de l'adaptation de la ville à la voiture. Le tramway aussi fera les frais de tout ça jusqu'à Nantes, qui mettra fin à son réseau avant de le redémarrer en 1985. On avait donc transformé très opportunément la ville, restait à transformer le territoire. Les Lewiston, c'est la naissance du suburb américain aux États-Unis après-guerre. C'est pas qu'un plan d'aménagement, le suburb. C'est pas qu'un lotissement. Hein. C'est pas qu'une forme standardisée qui a été inventée par un constructeur qui revenait de la guerre et qui avait admiré finalement les modes constructifs répétitifs, standardisés, etc., etc. C'est aussi toute une organisation. Ce sont déjà des projets qui se font en périphérie des villes, donc qui sont associés évidemment à la possession de la voiture. Ce sont des projets privés. Avec des privés qui font l'acquisition de sol. Ce n'est pas de la terre à patates, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était des chevaux pour les premiers en périphérie de New York. C'est aussi un mode de financement. Les premiers Lewiston, donc c'est les Lewitt & Sons, hein, la société qui lançait ça, étaient sur une structure locative et très rapidement sont passés sur une structure où les gens faisaient l'acquisition de leurs biens, mais à crédit. Et qui faisait l'acquisition à crédit? Les anciens combattants. Les anciens combattants américains bénéficient à l'issue de la Seconde Guerre mondiale d'une garantie de l'État sur leur crédit. Et donc là, on a l'émergence d'une société à crédit sur laquelle on arrive à faire de la construction en périphérie au travers de tout ça. Une chose importante, c'est que ces villes étaient réservées aux Blancs. Les Lewiston s'étalent certes dans la ville, mais il leur manquait encore un réseau structurant. Si on revient en 1919, on a une grande traversée qui mettra plus de 50 jours d'est en ouest des États-Unis par une colonne de véhicules militaires à laquelle participe un lieutenant-colonel qui s'appelle Eisenhower. Ils mettent plus de 50 jours. Ils perdent une dizaine de véhicules. Il y a des dizaines d'ouvrages d'art qui craquent et il y a plus d'une vingtaine de blessés. Qu'est-ce qu'il a conclu à l'époque? C'est qu'on ne savait pas traverser les États-Unis. Eisenhower a été donc commandant en chef de la force américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a vu aussi tout le réseau autoroutier allemand. C'est pour ça qu'en 1956, il lance un grand plan de développement des autoroutes. Là, vous voyez la courbe d'un pays qui s'est pensé suffisamment équipé très longtemps, qui est la France, qui lance l'équipement de son territoire en autoroute. Donc là, c'est le nombre de kilomètres d'équipement autoroutier. Et donc, on a bien un démarrage dans les années 70 du développement autoroutier. Et c'est là où vraiment le pays est équipé et c'est là où vraiment démarre l'étalement urbain. On a adapté la ville, on a adapté le pays
Et donc, on a des effets qui sont rendus possibles sur la ville et sur la forme de la ville. Déjà, la question de la dissociation des fonctions. On va pouvoir travailler loin ou produire loin de la ville parce qu'on va pouvoir rejoindre ces fonctions-là grâce à la voiture. Donc, on va pouvoir éloigner tout ça, mais aussi et surtout, on va dissoudre la ville. Pourquoi? Parce qu'on va la sous-densifier. Faire la ville de la voiture, ça veut dire aussi créer de l'infrastructure pour la voiture, des routes, du stationnement. Et donc, on vient éloigner les fonctions. Donc, à l'échelle macro, on vient écarter ces fonctions-là, mais à une échelle micro du tissu urbain, on vient aussi les écarter. Et finalement, la ville faite pour la voiture, elle devient anti-piéton, puisque les distances s'allongent. C'est évidemment le symbole même de la ville américaine. Alors, c'était il y a 10 ans, Télérama titrait Halte à la France moche. Alors c'est bien parce que ça a occupé la profession pendant une bonne dizaine d'années, entre les articles pour, les articles contre, etc. etc. C'est un titre extrêmement réducteur par rapport à l'article que je vous invite à aller voir, puisque c'est évidemment une vision assez parisianiste. Et en même temps, tout est dit. Tout est dit il y a 10 ans. Et évidemment, ce qui est dit, c'est que ce n'est pas un problème esthétique. C'est un problème de modèle et de modèle urbain. C'est déjà la fin d'un rêve. Plus de 2 milliards d'investissements publicitaires en France l'année dernière des constructeurs automobiles, essentiellement pour faire des SUV. Donc c'est les mêmes qui vont taper aux portes là, du ministère en disant on est mal, mais la voiture c'est la liberté, comme l'a dit le ministre. Sauf que c'est ça, la liberté. C'est 30 heures dans les bouchons pour les conducteurs français en 2017. Ça ne peut plus être un symbole de liberté. On est face à l'atrophie complète du système, on n'arrive plus à circuler. L'étalement urbain, évidemment, est à l'origine de tout ça. C'est aussi la cause d'une émission de CO2 importante. Il y a du CO2 dans les sols. Et les sols ont la capacité aussi de stocker, voire même de stocker plus de CO2. C'est même sans doute, dans les sols agricoles, notre seule bonne porte en termes de stockage de carbone qui soit ouverte techniquement, notamment avec des technologies type biocharge, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Urbaniser vient libérer ce CO2 qui est stocké dans les sols, notamment évidemment dans les prairies et dans les forêts, mais aussi dans les sols agricoles. On a évidemment des impacts sur la biodiversité par la présence de la ville, par nos pratiques agricoles, et puis surtout on a un impact sur l'agriculture. En fait, on parle d'étalement urbain, mais parlons clairement de consommation de sol agricole. L'essentiel de la consommation de sol se fait au détriment des sols agricoles. Alors évidemment, à des échelles micro, on a des échanges complexes. Et il se passe des choses parfois un peu plus compliquées, notamment avec des extensions de forêts, etc., etc. Mais ne nous trompons pas. La vraie question de la consommation foncière en France, c'est bien la consommation de sol agricole. Ça tombe assez mal. On a réussi à réduire en 50 ans par 2 la surface disponible à cultiver, surface agricole utile, par habitant. Entre d'un côté la réduction des surfaces agricoles et de l'autre côté l'augmentation de la population, on réduit notre capacité à faire. Et depuis 2000, on n'a pas vraiment d'évolution, et certainement pas à la hausse, de la productivité agricole. Par ailleurs, vraisemblablement, elle ne va pas s'améliorer, avec à la fois le réchauffement climatique et aussi les changements de pratiques qui ont été annoncés par mon petit texte en introduction. L'étalement urbain, c'est aussi des coûts économiques importants. On repousse les coûts et on vient, en diffusant la ville, finalement, on vient multiplier les coûts d'infrastructures et de services. Et après, on vient dire qu'on n'a pas de service public. On a aussi des impacts qui sont importants en termes d'imperméabilisation, j'y reviens pas, mais la ville aujourd'hui en France, c'est ça. C'est 50% dédié à la voiture et à ses aménités, la route et le stationnement. C'est des gazons, des jardins, essentiellement finalement de la pelouse, puisqu'on vient urbaniser des champs pour faire de la pelouse de zone d'activité. C'est une consommation majeure aujourd'hui de sol en France, et finalement uniquement 18% pour la fonction première de la ville, c'est-à-dire le bâti. Alors c'est aussi la forme de la ville, une ville dépendante de la voiture, c'est ce périurbain. Je ne vais pas faire l'exégèse des Gilets jaunes, elle a été faite 50 fois. Et en même temps, ça dit bien quelque chose, ça dit que tout ça fait système. Vous savez qu'on ne peut pas d'un côté parler de mobilité et finalement repousser, on va le voir, une partie de la population aux franges de la ville, la rendre dépendante de la voiture, sans pour autant lui donner les moyens de se déplacer.
Il y a 3 crises de la mobilité du quotidien, évidemment, cette peur de ne pas pouvoir se déplacer, sans doute plus symbolique qu'autre chose, en tout cas pour l'essentiel. Aussi une peur de la mobilité, d'une peur du déclassement. Là, on est bien sur la mobilité sociale, et puis la mobilité spatiale aussi. Les processus d'éloignement de la ville, d'éloignement des centres et d'acquisition dans le périurbain, c'est des processus d'achat. Hein, donc c'est des processus aussi qui viennent accrocher les gens à un territoire et avec des inquiétudes par rapport à leur capacité aussi à avoir le choix. Alors rentrons un petit peu dans le détail en fait. Comment ça fonctionne la ville aujourd'hui ? On parle de l'attractivité des métropoles, on vit dans une métropole attractive. Alors j'ai pris un autre exemple, hein, comme ça on ne va pas se fâcher, j'ai pris Toulouse. En fait, si on regarde le détail des mobilités, c'est-à-dire qui vient emménager et déménager dans la ville de Toulouse, la ville-centre. Personne ne va à Toulouse. Personne. Il n'y a que des étudiants. Les seules tranches d'âge sur lesquelles on a du déménagement dans la ville-centre, ce sont les étudiants. Hein, c'est les 15-24 ans et c'est essentiellement la partie estudiantine de cette tranche d'âge. Sur la tranche 25-44 ans, on a une fuite, on a une sortie. Hein, donc aujourd'hui, c'est des gens qui partent et qui quittent la ville-centre. Alors on pourrait se dire, ils vont dans la métropole. Hein. C'est le reste de Toulouse Métropole. Hein, c'est cette unité administrative qui permet de gérer, de planifier le territoire. Non, en fait. Tout ça est fort plat. L'essentiel de la migration de ces tranches d'âge ici, donc les 25-44 ans et les 0-14 ans, se retrouve dans ce qu'on appelle la zone d'emploi, c'est-à-dire dans les 700 communes qui sont en dehors de Toulouse Métropole, mais qui sont dépendantes pour leur emploi de Toulouse Métropole. Donc aujourd'hui, la ville et la métropole, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient attirer des étudiants et elle met à la porte des familles avec leurs enfants. On n'a pas les moyens de se payer la proximité. Hein, quand on veut être dans un processus d'achat, quand on a une famille, on a des enfants, à part quelques exceptions, hein, avec des salaires normaux, ça ne fonctionne pas. La ville met aujourd'hui à la porte ses enfants. Alors, évidemment, je vais vous parler d'urbanisme circulaire. Il y a bien l'idée d'une solution. Pourquoi une solution ? Parce qu'on a un problème de fond qui est en fait pas simplement un problème de consommation de sol agricole, on a un problème de système. Aujourd'hui, on continue de faire des zones d'activité économique, hein, on continue de s'étaler. L'essentiel de la production de la ville, de la fabrique de la ville, se fait en étalement urbain et en neuf, alors qu'il faudrait arriver à travailler sur le périmètre de la ville existante et en renouvellement. Et notamment en réhabilitation. On parle beaucoup de réhabilitation thermique. Alors on fait des zones d'activité au bord des échangeurs, on fait des lotissements en périphérie des bourgs avec une explosion de la vacance des logements dans les centres-bourgs. On continue de construire des zones commerciales en périphérie tout en mettant en place, à coups de millions, des politiques de revitalisation des centres-bourgs. Bref, on tourne en rond. Et en fait, on tourne en rond depuis 20 ans puisque la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 posait déjà l'ensemble de ces constats et montrer le cap, qui était l'économie de sol et la ville sur la ville. Alors, ça ne s'est pas arrêté à la loi SRU, hein. On a globalement un texte tous les 3-4 ans. On en a un en préparation, c'est le ZAN. Alors, rien à voir avec les bonbons Haribo. C'est le zéro artificialisation net. Nouveau cap fixé aujourd'hui, qui est un cap intéressant. Hein. Loin de moi l'idée de dire que c'est pas bien. Alors déjà, c'est en négociation. On sent que les négociations sont un peu tendues. Je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, les résultats seront plutôt donnés après mars. Je ne sais pas ce qui se passe en mars. Donc on espère un nouveau tour de vis réglementaire, mais finalement, on a vécu 20 ans de tour de vis réglementaire. 20 ans pour arriver à quoi ? Pour arriver à des documents de planification qui permettent de fixer le cap, notamment les PLU, les SCOT, et finalement, dans les faits, ne rien voir sur les statistiques. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On est à Nantes. En noir, là, vous voyez Nantes Métropole. Les chiffres qui sont présentés ici, c'est le nombre de mètres carrés consommés pour faire de l'habitat par nouvel habitant. Donc c'est une donnée extrêmement fine. Hein, globalement, on est en train de parler là de la densité des lotissements et des opérations d'habitat. On s'aperçoit que dans la métropole, globalement, hein, on est autour de 123, on est à 123 mètres carrés exactement de consommés par nouvel habitant.
Et on est sur quelque chose d'assez efficace, hein, et c'est le trait noir. Et puis on voit qu'à ces franges, le long des axes, on n'est pas juste un peu au-dessus de 200, on est au-dessus de 600. Aujourd'hui, les communes qui sont les plus proches de la métropole, mais qui ne sont pas dans les métropoles, sont les moins vertueuses en termes de consommation de sol. Les communes les plus rurales, les plus éloignées, sont finalement plus vertueuses. On a des effets de concurrence et de mise en concurrence des territoires. On a une réglementation qui manifestement et des politiques publiques qui manifestement sont efficaces dans le périmètre de la métropole, mais c'est que 24 communes. L'aire urbaine, c'est-à-dire l'échelle de l'influence de Nantes, hein, c'est plus d'une centaine de communes. Et on a des effets contre-productifs. Alors on pourra accuser un SCOT, mais là, pas de chance, il y en a deux. Hein, donc il n'y a aucun des deux SCOT qui ne fonctionne aujourd'hui autour de la métropole, en tout cas en termes de consommation de sol. Ça tombe assez mal parce qu'on n'a pas le temps. En fait, la ville de 2030, elle est déjà là. C'est extrêmement long de faire la ville. On est en train de dire que, en termes de réchauffement climatique, le cap est donné et qu'en 2050, il faut qu'on soit neutre en carbone. Et la ville de 2030 est déjà faite. Aujourd'hui, on est en train de construire la ville de 2050. En fait, l'urbanisme est responsable d'une bonne partie des impacts, mais surtout doit commencer le premier, la transition. Il y a urgence. Il y a d'autant plus urgence que ça prend du temps de faire la ville. Alors on l'a vu, depuis 20 ans, on est sur des logiques de prohibition et ça ne marche pas. Notre parti pris, c'est de dire qu'il est temps qu'on parle des alternatives. Certes, oui, il faut arrêter, mais comment faire autrement? Alors c'est là où on retrouve l'urbanisme circulaire. Alors je vous rassure, ce n'est pas de faire des villes rondes, ce n'est pas le sujet. L'urbanisme circulaire, c'est une transposition de l'économie circulaire, ou en tout cas d'une des plus de 100 définitions de l'économie circulaire, à la façon de faire la ville, à la fabrique de la ville. Alors je vais revenir un petit peu sur l'économie circulaire, parce que globalement, on associe ça en France aux déchets, voire même au recyclage des déchets, voire même juste à la poubelle jaune. C'est quand même plus que ça. Il y a des choses plus intéressantes que ça. Donc je me suis permis un petit schéma pour parler des usages, pour parler des valeurs. Globalement, on fait beaucoup d'efforts pour répondre à un usage. Hein, par exemple, un jouet en plastique pour les gamins. On extrait une matière première, du pétrole. On vient fabriquer des petits pelets de plastique. On vient les colorer, etc., etc., jusqu'au magasin ou, pardon, Amazon, qui le livre chez vous. Et là, usage. Là, ça sert. Le jouet en plastique est arrivé à la maison. 15 jours après Noël, voilà ce qui se passe. Poubelle. Donc on a fait tous ces efforts-là pour aller jusqu'à un usage, et puis on a une destruction immédiate de valeur. Le principe de l'économie circulaire, c'est de se dire comment faire pour conserver cette valeur. Ce sont des boucles de création de valeur à chaque fois. Et plus la boucle est courte, moins on fait d'efforts, hein, puisqu'on est déjà haut dans la montagne, et plus on a de création de valeur. Le réemploi, c'est simplement, votre enfant peut donner son jouet à son voisin, à son cousin, etc., etc. Il fonctionne. On peut aussi le faire réparer et puis le remettre dans un circuit de distribution. Donc là, on a un petit peu d'effort, mais quoi qu'il en soit, on a conservé les matières. Et puis, je vous passe les détails jusqu'au recyclage, qui finalement, le recyclage, c'est la dernière des boucles, c'est la moins efficace, c'est celle qui amène le plus de pertes, qui nécessite le plus d'énergie. Mais quoi qu'il en soit, ça évite, quoi qu'il en soit, de repasser par la case extraction de pétrole de schiste aux États-Unis. Alors, l'urbanisme circulaire, finalement, c'est un regard sur la fabrique de la ville et sur une fabrique, évidemment, linéaire de la ville. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ça. On vient consommer 30 000 hectares d'ENAF, hein, espaces naturels, agricoles et forestiers. Rien à voir avec le pâté ENAF. Hein. On a des usages urbains et on génère des friches. On en génère de façon extrêmement rapide. Hein. Extrêmement rapide à tel point qu'on refuse de les compter. Dans la plupart des territoires, on n'a pas de recensement des surfaces en friche. La communauté urbaine de Lille vient de mettre à jour son recensement. Ils sont aperçus que globalement, ils ont 1000 hectares de friche aujourd'hui sur le territoire. Ça tombe bien, c'est la surface de sol agricole qu'ils ont consommée ces 10 dernières années. Pourtant, Dieu sait qu'ils font des efforts là-bas. C'est évidemment ce qu'il faut qu'on évite. Et donc, l'urbanisme circulaire cherche à éviter la case friche urbaine avec ses propres boucles, l'intensification des usages, la transformation de l'existant, le recyclage des espaces.
Je vais vous expliquer tout ça, mais retenons quelque chose, c'est qu'en fait, tout existe. On n'a besoin de rien. Il n'y a pas besoin de faire de recherche fondamentale. Tout a été fait. Ça fait 50 ans qu'on fait ça. Ça fait un siècle qu'on fait ça. Il y a des pionniers partout en Europe. On a énormément de projets démonstrateurs. Tout opérateur digne de ce nom a le projet exemplaire de recyclage, de réemploi, etc., etc. On sait faire. On n'a pas besoin de passer par la phase de laboratoire. On sait faire, par contre, tout reste à faire. Ce ne sont que des exceptions, que des pionniers, que des prototypes. Alors allons voir ces pionniers-là. C'est le travail qu'on a fait depuis 18 mois, d'aller rencontrer les gens et de les faire parler pour essayer de comprendre ce qui marche, etc. etc. Première boucle, l'intensification des usages. On part à Paris, au Mab Lab, on est dans un restaurant universitaire. Alors, il ne faut pas que je parle de frites, il paraît, mais on y mange des frites, des étudiants, ils mangent des frites. Il y a le Crous qui organise ça, à 14h30, on ferme le rideau et on attend le lendemain. Sauf qu'à 14h30, il y a une deuxième équipe qui arrive, c'est l'équipe du Mab Lab. Et on a une transformation extrêmement légère des locaux. Il y a juste des multiprises qui sortent derrière les banquettes, etc. Et là, on a l'espace de coworking le moins cher de Paris qui ouvre et qui est ouvert tout l'après-midi jusqu'à 20h. On a un bâtiment, il avait un usage. On a toujours un bâtiment, des investissements absolument ridicules. Un autre mode de gestion par contre, et on a un nouvel usage avec des étudiants, mais aussi des entrepreneurs, des freelances, etc., qui, en plein cœur de Paris, dispose enfin d'un espace de travail hyper accessible. Ça, c'est l'intensification de l'existant. Les grands voisins, c'est ça aussi. Avec des structures type plateau urbain qui vont venir faire vivre des bâtiments pendant les 10% de leur vie où ils sont inoccupés. Ces 10% de la vie, c'est quand? C'est au début, au moment de la commercialisation, quand on a du mal à trouver un commerçant pour équiper le rez-de-chaussée. C'est au moment où on attend la grosse réhabilitation, ou c'est le moment où on attend la déconstruction. C'est autant de moments où ces bâtiments peuvent quand même être utilisés, mais différemment. Même à Nantes, on produit ici, en plein cœur, la seule champignonnière du département est installée dans un ancien bâtiment du mine, par une société qui s'appelle le Champignon Urbain, que je vous invite à aller rencontrer. Ils produisent du shiitake. Un champignon extrêmement goûteux, qui est d'origine japonaise. C'est fait dans d'anciens bâtiments qui n'ont pas d'utilité pour le moment, qui pendant quelques années ne vont servir à rien, le projet urbain prenant son temps pour avancer. Et là, c'est utilisé. Deuxième boucle, transformer l'existant. Transformer l'existant, c'est d'abord densifier. C'est se dire qu'on a aussi des territoires, des lotissements qui aujourd'hui pourraient accueillir plus de maisons. Ce qu'on appelle le BIMBY, construit dans mon jardin, Build in my backyard. Alors ça se fait à Périgueux, avec des pubs assez alléchantes. Voilà, c'est comment est-ce qu'on vient insérer entre deux maisons, une troisième maison, comment est-ce que un ménage va vendre son jardin devenu trop grand de façon à construire une autre maison au fond de son jardin, c'est finalement inviter des voisins à venir habiter au fond de son jardin. Et si on répliquait, déjà si on le faisait, si on le faisait partout, c'est une autre façon de faire de l'urbanisme, c'est de l'urbanisme privé, et pour autant encadré, et pour autant accompagné. Et là où on a un secteur de développement phénoménal, ce sont dans les zones d'activité économique. Il est temps d'arrêter strictement de construire des zones d'activité économique et d'enfin aménager, utiliser ce gazon qu'on plante et qu'on tond de façon absolument massive en France autour des zones d'activité économique. On peut aussi grimper sur les toits. On est là à Saint-Nazaire, on rajoute 2 étages. L'idée étant de faire des petits et de dire aux copropriétés privées, rajoutez des surfaces, vendez de nouveaux logements en étage, ça vous payera l'ensemble de la réhabilitation de votre bâtiment, mais aussi se concentrer sur le réemploi et la transformation des bâtiments pour éviter les déchets, les pertes en énergie associées. Là, on est au World Trade Center de Bruxelles, je précise, qui était voué à déconstruction et qui ne sera pas déconstruit, qui va être très très lourdement réhabilité suite à l'émergence d'un projet d'architectes qui occupaient les lieux de façon temporaire et qui ont pu, de ce fait-là, démontrer la plasticité des lieux et leur capacité à apporter de nouveaux usages. On sait aussi transformer des bureaux en logements. On sait construire des bureaux qui sauront se transformer en logements. On sait construire des parkings qui sauront se transformer en bureaux. Il faut aussi qu'on construise aujourd'hui du neuf qui, dans 20 ans, saura changer d'usage.
Intensifier les usages, c'est évidemment travailler les espaces en friche, les espaces en friche aujourd'hui, les espaces en friche demain. On a 600 malls abandonnés aux États-Unis. Aujourd'hui, très clairement, il y a une zone commerciale en trop dans chacune des métropoles françaises. On va avoir des friches commerciales importantes en France. Là, il n'y a plus de discussion et de débat. On va aussi avoir un foncier extrêmement pléthorique. C'est l'ensemble du stationnement qui aujourd'hui sert peu. On a plus de 10 000 places de stationnement libres en sous-sol chez un bailleur social parisien. Hein, vous imaginez le capital immobilisé pour un bailleur social et les problématiques de gestion. Évidemment, la question de la place de la voiture va être structurante. Je regarde mon heure. Alors l'idée, c'est de poser tout ça, c'est de se donner un cap déjà, de se dire qu'il va falloir faire la ville frugale. Il va donc falloir densifier. Frugale en sol, frugale en énergie, frugale en matériaux, et donc densifier la ville. Densifier, ce n'est pas une densité, ce n'est pas faire des tours partout. Densifier, c'est un processus. Densifier, c'est en faire plus, c'est rajouter de l'usage là où il y en a. Et dans bien des cas, pour densifier en usage, on va densifier en nature. Il faut qu'on apprenne à densifier mieux. Il faut être très clair, c'est une nécessité aujourd'hui dans les métropoles. Beaucoup de métropoles évitent de le faire, beaucoup ont peur de le faire, et aujourd'hui on le fait plutôt mal. On arrive à faire des opérations d'aménagement, on a énormément de mal à faire bien une densification dans le tissu urbain existant, notamment parce qu'on se refuse à l'accompagner, à faire du projet urbain avec le privé, et quitte à trouver de nouveaux modes aussi d'accompagnement. À Bruxelles, on a le maître architecte et son équipe qui viennent accompagner, non, c'est pas la collectivité, qui vient accompagner les projets privés de façon à améliorer la qualité de ces projets-là et notamment à rentrer en dialogue avec la population. Faire avant tout la ville frugale. Pour faire la ville frugale, on a besoin de faire la ville de la proximité. On a donc besoin d'avoir des modes de déplacement efficaces dans la ville. L'unité de la ville, c'est le mètre carré, c'est pas le kilowattheure, c'est évidemment pas le litre de gazole. Aujourd'hui, on est dépendant d'un mode de mobilité qui est strictement inefficace en termes spatiaux, c'est la voiture. Il faut qu'on bascule. Il n'y a pas 36 solutions. Déjà, on a une thrombose complète des organisations VR. Et il faut qu'on se donne les moyens là-dessus de réduire notre dépendance à la voiture, ce qui va vouloir dire aussi qu'il va falloir rapprocher ces fonctions. Il va falloir réduire les distances parcourues. Il va falloir réduire notre mobilité. Il va falloir donc donner un cap aussi aux urbains pour qu'ils se rapprochent de leurs usages ou qu'on rapproche les usages de ces urbains-là. Il va falloir faire la ville pour tous, faire la ville pour ses enfants, pour qu'elle garde ses enfants, donc construire du logement, du grand logement, du logement familial, du logement abordable. On a quelques solutions qui sont en train d'émerger, notamment avec les solutions de dissociation entre le bâti et le foncier, de façon à tenir les prix. Globalement, qu'est-ce qui se passe? On est en train de sortir le sol de l'équation économique. Pourquoi pas? Hein? Évidemment, c'est un commun. Évidemment, c'est une nécessité. On a besoin de garder toutes les classes sociales aujourd'hui dans la ville. Sinon, ça n'a pas de sens. Et ça n'aura pas de sens si on fait une ville métropolitaine, centrale, dynamique, CSP++, bas carbone, si la périphérie continue de tourner autour des ronds-points en véhicules diesel. Il va falloir être résilient, évidemment résilient face à la mer. Celui-là est en cours de déconstruction, c'est que le premier, d'autres viendront. Mais résilient face aux aléas. Je vous rappelle que l'été dernier, on a quand même coupé les tramways et fermé les écoles à Nantes. Et ce n'était pas le Maroc, hein. C'était un petit coup de canicule, c'était que le début. On a besoin d'une infrastructure vraiment résiliente. Résiliente aussi au changement de vie, au changement d'usage, au numérique, au vieillissement de la population, au changement d'envie aussi. Alors oui, c'est un modèle. Tout ça, c'est un modèle, mais qui s'applique de façon différente à tous les territoires, mais c'est le même modèle de frugalité qui doit s'appliquer. Oui, les métropoles sont plutôt frugales dans leur consommation de foncier agricole, forcément. Il n'y a plus de sol agricole. Est-ce qu'elles sont vertueuses sur leurs efforts de densification? Pas toutes. C'est loin d'être le cas. Et on a un certain nombre de métropoles qui risquent de perdre très clairement en attractivité ces prochaines années, Bordeaux pour ne pas la nommer, du fait notamment de l'absence de maîtrise de ces marchés fonciers. Pour le périurbain, même modèle, mais d'autres fonctions. Il va falloir aussi densifier, il va falloir aussi mailler, il va falloir créer des centres. Et là, on a des vrais potentiels. À partir du moment où on commence à vraiment économiser strictement les sols.
Pour les villes moyennes, elles vivent le double croisement, à la fois de ne pas avoir l'attractivité des métropoles et aussi d'être ultra concurrencées par leur hinterland, finalement ce proche périurbain, dans lequel on peut très facilement aller habiter. Il va falloir qu'on retrouve, une fois de plus, la bonne échelle de réflexion territoriale, le bon périmètre de Scott et le bon Scott. Et ce sera pareil d'ailleurs pour nous. Et puis pour le rural, il va falloir aussi inventer de nouveaux modèles qui ne soient pas une consommation de foncier pour la consommation du foncier, qui soit une économie des sols une fois de plus, mais aussi une réinvention des centres. Et notamment, on a des changements importants dans la géographie des populations qui sont associés au vieillissement, puisqu'aujourd'hui, dans les lotissements français et dans le rural, c'est là où on a le plus fort sous-occupation des logements. Elle est extrêmement importante, avec en plus des logements qui sont en général inadaptés et inadaptables au vieillissement. On voit là qu'on a un petit jeu qui peut être intéressant avec un retour au centre de population senior dans des logements adaptés et des logements en périphérie libérés pour les familles. Alors, il va falloir redesigner les processus. Ça veut dire ouvrir le capot. Certains le font ici. Notamment, je vous invite à suivre l'opération de Pierre Mille-les-Îles, qui est aujourd'hui dans ce cadre-là. L'an zéro, je ne sais pas. En tout cas, oui, il y a bien cette logique de frugalité, parfois de décroissance, mais surtout de démonter le moteur pour le remonter dans le bon sens. La vraie question, c'est comment est-ce que demain, on a une façon de faire la ville, une production de la ville qui soit vertueuse et qui a dans le bon sens. Alors évidemment, il va falloir faire sauter quelques verrous, quelques verrous réglementaires, assurantiels, etc., etc. Il va surtout falloir se mobiliser. Et là, il va y avoir un rôle pour chacun, un rôle pour le citoyen, pour comprendre que la densification de son quartier fait partie d'un système et qui ne peut pas, d'un côté, dire « il y a trop de travaux dans mon quartier », les logements sont inaccessibles, mes enfants ne peuvent pas se loger et il y a trop de bouchons. Tout ça fait système. Tout ça fait système. Le citoyen doit comprendre, il doit impulser, il doit pousser, il doit rassurer l'élu. L'élu qui doit prendre des risques et le professionnel doit changer de métier et changer de métier radicalement parce qu'on n'a que 10 ans. On a 10 ans pour changer. Alors, en fait, l'étalement urbain, ce sera ma conclusion, ce n'est pas le problème. L'étalement urbain, c'est que le symptôme d'une fabrique de la ville qui, aujourd'hui, ne sait pas faire autrement que déléguer, finalement, tout le plan d'aménagement à la fois de la ville et du territoire à la voiture. C'est ce qu'on a fait depuis 50 ans. On a abandonné, finalement, notre rôle en le déléguant à la voiture. Aujourd'hui, la voiture arrive en bout de course, elle aussi. Il va bien falloir qu'on invente autre chose. Alors, c'est le moment. C'est pour ça que nous, on y travaille. C'est pour ça qu'on édite ce bouquin-là. Qui devrait sortir très rapidement, partir chez l'imprimeur demain. J'ai encore un paragraphe à finir. L'idée, c'est de sauter plusieurs étapes. L'idée, c'est de faire comprendre. Vous avez compris, 20 Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Pour notre région, c'est 1 Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Faire comprendre, voilà, c'est un vrai phénomène. La deuxième idée, c'est faire ressentir. C'est la deuxième étape. C'est les petites histoires. C'est l'histoire du début. La troisième idée, c'est donner envie de changer. Et donner envie de changer, c'est en racontant le fait qu'il y a des pionniers qui l'ont déjà fait. Ça a déjà été fait. La question, c'est comment chacun passe à l'acte, et c'est la quatrième étape. Et donc là, c'est là où on doit se mobiliser, c'est là où on doit pousser l'ingénierie, c'est là où on doit former, et c'est là où on doit aussi faire un certain nombre de choix politiques courageux. Merci à vous. Alors peut-être une curiosité avant de passer la parole à la salle. Vous n'avez pas été tenté d'aller sur les listes électorales, sur une liste électorale localement ? Oui, encore fallait-il y trouver une place. Il y en a une qui n'est pas complète encore. Une place, je doute pas. Non, mais enfin voilà. Après ça, ma question étant, ma question à ce moment-là a été quelle est la meilleure place dedans ou dehors et avec qui pour faire ça. Voilà. Et donc, je n'ai pas trouvé de place dedans pour faire. Alors, qui se lance pour la première question ? Vous allez essayer de parler dans le micro parce qu'on enregistre. Donc, si vous ne parlez pas dans le micro, on ne vous écoutera pas. Allô, allô ? Oui. Merci. Benoît Juré, membre du Conseil de développement et ancien membre de Logo. Moi, j'ai une question, bravo pour votre manifeste, mais une question pratico-pratique. Qui sont et où sont les impulseurs aujourd'hui ? Parce que
on a un peu l'impression, voilà, je suis d'une génération un peu plus avancée que la vôtre, mais on a un peu l'impression que tous nos schémas directeurs, les schémas d'aménagement, tout ça, ça a été battu en brèche, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, on a quand même un peu de mal, parce que c'est vrai que la ville des courtes distances, ça fait quand même... Enfin, moi, ça fait plus de 30 ans que j'en entends parler. Et on a vraiment du mal à trouver aujourd'hui les vrais canaux, les vrais relais. Donc vous parliez de politique à l'instant, je ne sais pas s'ils sont là, mais c'est peut-être aussi quelque part le constat d'un échec pour notre profession d'urbaniste, d'avoir, si je puis dire, démissionné ou en tout cas d'avoir été éjecté du système de décision. Et peut-être qu'aujourd'hui on en est là où vous l'avez parfaitement précisé, à cause aussi de ce décalage, on va dire. Peut-être pas de démission, mais enfin en tout cas ce décalage. Et moi ça m'intéresse d'avoir votre vision, on va dire, avec un petit peu de prospective et un petit peu de recul sur aujourd'hui quels seraient les bons canaux pour justement faire évoluer les choses. Parce que par exemple, on prend l'exemple des ZAC nantaises pour rester sur la métropole. C'est vrai qu'il y a eu énormément de benchmarks, il y a eu beaucoup de déplacements des élus qui sont allés voir plutôt en Europe du Nord des ZAC qui justement mettaient en avant ce que vous évoquiez. Et voilà, on voit le résultat aujourd'hui. 15 ans après, je pense que ça serait intéressant de faire un petit audit de ces ZAC-là. Mais voilà, donc moi, ça m'intéresse d'avoir votre vision prospectiviste, on va dire. Alors, moi j'ai commencé, mon premier job d'urbaniste, ça a été de construire des toilettes dans des bidonvilles. Alors, quand vous faites ça, déjà, il y a un peu de modestie. Et donc, j'ai jamais pensé que l'urbaniste décidait la ville, en fait. Ma vision du métier d'urbaniste, c'est qu'on est là pour essayer d'améliorer les choses, pour les ajuster, pour faire comprendre, pour faire du lobbying. Je travaillais avec un sociologue, architecte, urbaniste, Léon Attila Chessial. Il portait très bien son nom, il porte toujours très bien son nom. Il disait qu'il y a l'architecture, il était architecte aussi, finalement, on peut gagner ou perdre. L'urbanisme, c'était une bataille, c'était une guerre, c'était pas une bataille. Et donc, à la fin, le résultat de la guerre, c'était le résultat de l'ensemble de toutes ces batailles gagnées et perdues. Et donc, je pense que notre rôle, c'est d'être dans ces batailles-là, et d'en perdre certaines, et d'en gagner d'autres. Voilà. Et le résultat, c'est la ville qui arrive. Juste place, voilà. Et la ville qui arrive, la plupart du temps, elle est spontanée. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris dans l'océan Indien, en travaillant dans les bidonvilles. Elle est même plutôt intelligente, la ville spontanée. Bref, restons modestes, ça me semble important. Par contre, faisons comprendre. Alors, moi, quand j'ai monté ma boîte il y a 5 ans, je dis souvent, j'ai fait le choix de travailler que sur le renouvellement urbain. Et globalement, j'ai eu un petit peu les mêmes types de réactions sympathiques des collègues, des anciens collègues, etc., que là, l'année dernière, quand j'ai dit que j'ai arrêté de manger de la viande en semaine. Ouais, c'est gentil. Il est brave, il est sympa, etc., etc. Aujourd'hui, on ne me regarde plus du tout pareil. Donc moi, en 5 ans, j'ai vu un changement sur le regard porté sur ce que je faisais à partir du moment où je disais ben moi, je fais pas d'étalement urbain. Désolé, c'est sans moi. Faites ce que vous voulez, mais c'est sans moi. Aujourd'hui, il y a un vrai message. Il y a un vrai... On a, en effet, on a pré-commercialisé, pré-vendu sur Ulule 1000 exemplaires de ce bouquin-là. Il n'était pas écrit. Imaginez la pression. Alors, on s'était dit, on va en vendre 100, ce sera super. J'avoue, j'espérais en vendre 200. Voilà. Et là, on est dans la merde parce qu'il va falloir envoyer tout ça. Ça veut dire quelque chose aussi. Je pense que ça veut dire que les gens sont en train de prendre conscience. Et où ils sont donc, ceux qui bougent? En effet, c'est peut-être pas les élus. En tout cas, c'est pas au national. C'est rien de les chercher à Paris. Ce sera en local. Ils sont à Angers, Pony Bike. Des gens qui inventent justement des systèmes de free floating sur du vélo à 2 places, de la trottinette en privé, de façon à créer des alternatives à la voiture. Ils sont chargés d'opérations dans des SEM d'aménagement à Nantes. Tranquillement, sans trop demander l'autorisation, ils sont en train de faire des révolutions dans leur façon de faire. Puis ils le présenteront quand ça marchera, et là, ce sera dans les plaquettes de com. Ils sont aujourd'hui chez certains promoteurs. Ils sont en train de récupérer des matériaux dans la tour que je vous montrais à Bruxelles.
etc., etc., etc. Ils sont de plus en plus là, et notamment plein de gens qui disent « moi j'en ai marre. J'en ai marre de faire des zones d'activité en bord d'échangeurs. Voilà. J'en ai marre de créer du foncier agricole, etc., de manger du foncier agricole. » Et moi je les vois de plus en plus. Donc je pense que la profession a quelque chose à dire, a quelque chose à faire, et moi je crois plus finalement au travail des consciences des acteurs, des professionnels, à tout niveau de l'échelle. Et je les vois, je les forme. C'est pour ça que maintenant je fais des formations au CNFPT. C'est pour toucher aussi ces professionnels-là au cœur des collectivités. Je les vois, ils ont envie de faire. Ils ont juste besoin d'être rassurés et d'avoir quelques clés parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et retenons ça aussi pour notre profession. Faire la ville sur la ville, c'est complexe. Ça veut dire qu'on a une vraie matière grise qui est l'intelligence et on utilise moins de béton. Alors, il y avait une autre main qui s'est élevée. Bonjour, Léna de l'agence Copic. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je me demandais juste, donc vous parlez beaucoup de la densification intelligente, faire densifier dans les grandes villes. Est-ce que vous pensez que la métropole, c'est le modèle de demain? Est-ce que la métropolisation, c'est le processus le plus adéquat? Est-ce qu'il faut peut-être, est-ce que vous pensez qu'il faut aussi vraiment apporter de l'intérêt à la redynamisation des centres-bourgs, des petites villes? Est-ce qu'on peut faire ça de façon parallèle, densifier de façon intelligente les métropoles, mais aussi accorder de l'importance à ces petites villes? Ou est-ce que en fait, il y aura toujours un peu un phénomène de concurrence et c'est difficile de mener les deux de front? Première chose, moi je ne crois pas aux politiques d'attractivité. Je ne pense pas que l'attractivité, ça se décide comme ça d'un coup et que tout à coup on arrête de faire les salons au CIMI ou les salons de développement économique et tout à coup il n'y a plus d'attractivité d'un territoire. Je ne pense pas qu'on puisse freiner l'attractivité d'un territoire. Je pense que l'attractivité d'une ville comme Nantes, d'un territoire comme Nantes, ça s'est bâti dans le temps long et même si demain on disait on arrête, ça prendra aussi du temps. Alors la métropole de Bordeaux est en train de réussir ce pari de l'arrêt de l'attractivité par l'inflation des valeurs foncières, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne va plus pouvoir y habiter avec un salaire normal. Il y a d'autres territoires qui sont touchés par ça. On est toujours à risque de tout ça. La première chose, voilà. Donc moi, je ne pense pas que la métropolisation soit une politique publique. Je pense que c'est un fait. Et c'est un fait humain qui est le fait qu'on a besoin de se rassembler. Que même quand on est sur du tertiaire supérieur et qu'on a de la visioconférence, on aime boire des coups ensemble et ça joue. Ça joue. Le fait de se rencontrer crée des synergies. La ville, c'est la seule organisation humaine qui est plus efficace quand elle croît. Vous prenez toutes les statistiques économiques sur les entreprises, plus elles croissent, plus il y a des coûts de transaction, il y a des coûts d'organisation, etc., etc. Une collectivité, c'est pareil. Une ville, plus elle croît, plus elle génère des diplômés, plus elle génère du crime, plus elle génère des bouchons, plus elle génère de la pollution, etc., etc. C'est une organisation plus efficace. Alors une fois que j'ai dit ça, il y a une autre chose en laquelle je ne crois absolument pas, c'est le terme de revitalisation. Parce que dans le terme de revitalisation, on est en train d'imaginer qu'on puisse revenir en arrière. On va rouvrir la boucherie. Vous voulez qu'on rouvre la boucherie Chevaline aussi? Donc c'est partir du principe qu'on est en train de gérer une crise temporaire. En Allemagne, on affronte frontalement la question de la déprise et de la décroissance urbaine. Il va bien falloir qu'on en parle. Aujourd'hui, structurellement, il n'y a pas d'autre avenir qui est donné au territoire que de croître en termes de population. Et ça, j'y crois pas du tout. Tous les territoires ne vont pas croître, d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Et ceux qui sont en train de décroître, ils sont aussi en train de vieillir. Et imaginer qu'on est sur une crise temporaire, c'est vraiment se leurrer la face. Donc il va falloir qu'on pense des modes de développement, qu'on pense des futurs, qu'on fasse projet, mais en se dissociant de cette logique de croissance de la population. Aujourd'hui, on le voit, tous les rouages, même les rouages économiques, il n'y a pas d'autre horizon donné à une commune que de croître, parce qu'il faut sauter les seuils. Parce que quand vous allez sauter le seuil, avec la dotation globale de fonctionnement, vous allez avoir plus de financement par habitant, amener des services, etc., etc. Puis vous construisez l'école, et puis après l'école, il faut la remplir, donc on va faire le lotissement. Et voilà. Jusqu'au moment où on a un secteur en crise au centre-bourg, on dit on va monter une politique de revitalisation. Ça ne marche pas. Donc oui, il y a un futur pour tout le monde, très clairement. Par contre, c'est des futurs différents.
et pas nécessairement dans la croissance. Et il va falloir qu'on affronte réellement ce non-dit autour de la décroissance de la population de certains territoires. Ce qu'on ne voit pas, on voit les chiffres de décroissance de la population, ce qu'on ne voit pas, c'est le vieillissement, et ce qu'on ne voit pas, c'est les courbes extrêmement brutales qui vont basculer d'ici 5 à 15 ans. C'est très, très, très rapide. On est ce qu'on appelle aux États-Unis le tsunami gris. On est face à quelque chose qui est un mur démographique. À nous de le gérer très bien. Alors, question suivante. Oui. J'ai bien aimé votre présentation et j'y adhère. C'est vrai que vous avez bien raison de ne pas être élu parce que vous seriez obligé d'avaler pas mal de couleuvres. Je pense que vous l'avez compris parce que pour participer aux campagnes électorales... Ils l'ont compris aussi alors. Comment ? Ils l'ont sans doute compris aussi. Pour participer justement aux campagnes électorales, la densification, c'est plutôt pas dans les arguments. Je vois toutes, même que ce soit droite ou gauche, pas ça chez moi. Non, en plus, c'est les autres gens qui vont venir. On entendait, on était bien mieux quand on était moins. Enfin, donc, beaucoup d'arguments comme ça. Pas dans mon jardin, comme vous dites. L'exemple, au dernier mandat, notre maire est passé, il y avait 3 mètres entre chaque maison. Il est passé de 3 mètres à 4 mètres. Plus personne ne peut faire des maisons dans les jardins alors que c'était commencé. Donc, ça a plutôt tendance à aller dans l'inverse de ce que vous dites. Alors, comment convaincre ? C'est les citoyens, à la limite. Les élus seraient capables de le faire, mais les citoyens, comment les convaincre pour adhérer à l'urbanisme circulaire, quoi. Alors, et plus spécifiquement à la densification. À la densification, évidemment. Donc, achetez le bouquin, il y a un chapitre dessus. Non, mais nous, l'idée, c'est de diffuser des il y en aura 200 000 de vendus, alors. Non, ouais. 10 € en librairie la semaine prochaine. Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, se dire qu'on n'est pas en train... Il faut arrêter de se dire on fait passer la pilule. Voilà. On n'est pas là pour ça. On est en train d'expliquer les choses. Donc oui, on parle de densité d'usage, mais on ne parle pas d'une densité avec un chiffre absolu qu'il faut atteindre, etc. On ne va pas faire Paris haussmannien partout. Ce n'est pas l'objet. On ne va pas faire des tours et des bars. C'est sous-dense, de toute manière, en termes de forme urbaine. Donc on se concentre, nous, professionnels, sur la question des formes urbaines et sur les chiffres de densité, alors que la question est ailleurs. La question, c'est le processus. C'est comment est-ce qu'on crée un processus de densification. Donc c'est l'évolution qui est importante, ce n'est pas le chiffre qu'on atteint. En faisant exactement l'inverse de ce que vous venez d'énoncer. En posant des règles qui permettent à un moment de créer une ville souple, qui peut évoluer, sur lesquelles on va permettre aux uns et aux autres d'avancer. En arrêtant de se dire qu'on va changer des règles au PLU, et après on s'en occupe plus. C'est pas comme ça qu'on fait la ville. On n'a jamais fait la ville comme ça en ZAC. Sur une opération d'aménagement, non seulement on a bien des privés qui vont faire des projets, on les accompagne. On a des architectes coordonnateurs, des urbanistes coordonnateurs qui les accompagnent, qui leur disent non, ça vous oubliez, c'est n'importe quoi. Là, attention, votre voisin, il va être comme ci, etc., etc. Et on a des réunions de concertation, on dialogue. Voilà, on a tout un travail pour faire la ville pas à pas, dans la discussion, etc. Donc pour moi, la première étape, c'est déjà assumer un terme qui est la densification. Voilà, on est sur un processus. Maintenant, on en parle, et on en parle humainement. Donc oui, le pas dans mon jardin, c'est légitime. C'est extrêmement légitime. Moi, personnellement, je n'ai pas envie du tout qu'on construise là, juste derrière. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas quoi. Comment ça se passe en général la densification ? Vous passez dans la rue en allant au boulot le matin, et là, vous voyez un panneau permis de construire. Premier cas, vous imaginez que c'est une centrale nucléaire ? Enfin, je veux dire, le pire est possible, le pire est probable. Et le cerveau humain est fait pour ça. On a travaillé avec des cognitivistes sur cette question-là. Quand on est face à l'inconnu, le cerveau humain est organisé de façon à prévoir le pire. Et alors après, vous pouvez toujours pédaler pour essayer de lui dire que non, en fait, c'est un logement individuel. Et c'est pas une centrale nucléaire, etc., etc. Moi, dans mon quartier pavillonnaire, etc., il y a une parcelle qui est partie, qui a été vendue. Et j'arrive au repas des voisins, et là, je vois les voisins en train de débattre d'une chose, c'est le nom de l'association de lutte contre l'immeuble. Donc, ils m'invitent à participer. On est en train de chercher le nom de l'association de lutte contre l'immeuble qui va être construit. Là, je leur dis, mais non. Mais quoi, non ? C'est pas possible. Il n'y aura pas d'immeuble. Il n'y aura pas d'immeuble. Alors, je me suis précipité pour aller voir l'acquéreur. Je lui dis, vous allez poser votre permis de construire, là. On est bien d'accord. Mais à côté, vous allez mettre une grande photo de votre maison.
parce que c'est évidemment qu'une maison. Dans ce secteur-là, ce n'est pas possible de construire un immeuble. Donc ils n'étaient pas en train de se poser la question que la maison allait être bien ou pas bien, que ça allait être une maison ou un immeuble. Ils étaient en train de se poser la question du nom de l'association. Parce qu'évidemment, ça allait être un immeuble. Voilà, il faut qu'on gère ces questions-là. Il faut qu'on respecte les gens. Il faut qu'on rentre en dialogue et qu'on commence à leur dire ce qui va se passer. Et puis après, il faut qu'on fasse des projets intelligents et de qualité. Je vais vous dire, ce qu'on manque, ce n'est pas de convaincre les gens. Ce qu'on manque, c'est de bons exemples. Alors, il y a une question. Oui. Isabelle Garat, donc géographe, enseignante à la fac. Tu as quelques exagérations quand même dans tes propos. Bon, ça marche comme ça, la conviction, c'est sûr, ça s'arrache comme ça. Mais par exemple, une phrase que j'ai notée, la ville met à la porte des actifs, elle accueille des étudiants. Enfin, tu l'as dit dans les deux sens. Des familles. Le propos, c'est, en tout cas, ce que. Oui, elle accueille des étudiants, elle met à la porte des familles, des actifs, enfin, etc. Et ça, je trouve que c'est très exagéré parce que on voit bien ces dernières années. Enfin, il n'y a pas qu'une question de ville, il y a une question de choix des ménages. Et les choix des ménages, on l'a vu par exemple dans les 15 ou 20 dernières années avec l'allongement des prêts immobiliers. Quand les ménages ont le choix d'augmenter, quand les ménages font face à un emprunt immobilier, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ne choisissent pas de rester sur 15 ans ou sur 20 ans et d'acheter une moindre surface. Ils augmentent la surface qu'ils vont acheter. Et petit à petit, la surface est fortement élevée. Si les ménages choisissaient de diminuer un peu la surface, peut-être trouveraient-ils à se loger dans la ville. Mais ce n'est pas le cas. Ce que l'on voit, c'est l'augmentation des surfaces. Et on voit même parmi les ménages urbains, de plus en plus, des ménages seuls occupés des 30, 40, 50, 60, 70 mètres carrés, ce qui paraît un luxe inouï dans bien des sociétés du monde, quoi. Enfin, donc aujourd'hui, on a des sociétés de personnes seules et de couples qui vivent dans les villes, dans des surfaces qui sont très vastes. Bon, très bien, nous sommes des sociétés riches, mais c'est juste que ça aussi, ça devra être réfléchi un jour. Et ce ne sont pas que les urbanistes. Je pense que les gens aussi doivent avoir la conscience de ça. Et ce n'est pas du tout simple. Et j'interroge chaque année des étudiants de L2 sur comment ils se projettent dans 10 ans et où c'est qu'ils se projettent dans 10 ans en termes d'habitat. Le cours est un cours qui s'appelle Habiter. Et dans 10 ans, ils se projettent en maison individuelle, en périphérie des villes ou en première couronne, mais certainement pas dans la ville dense. Et je pense que l'idée de tout densifier dans la ville dense, c'est-à-dire de ne garder aucune surface non construite, verte, etc., est un problème parce que les gens auront envie de sortir de là. Donc on en parle dans le bouquin. En tout cas, le constat, c'est bien ça. Donc en effet, la cause, on va venir sur la cause. Mais le constat, c'est bien la sortie de ces familles de la ville. Sur la cause, il y a deux choses. Déjà, quand on interroge les gens, on les interroge par rapport à un modèle qui existe. Et aujourd'hui, on n'a que deux modèles. Et finalement, le seul modèle de sortie possible et potentiel, c'est la maison individuelle en périphérie, qui permet d'associer des usages et des besoins qui, quand on rentre, et il y a eu un travail qui a été fait notamment à Lille, assez intéressant, sur non pas est-ce que vous voulez vivre en pavillon ou pas, c'est mais qu'est-ce que vous recherchez dans votre habitat. C'est-à-dire qu'on vient déconstruire l'ensemble des besoins pour voir si on sait y répondre ou pas. On s'aperçoit qu'il y a l'envie de surface extérieure, qui est une envie relativement limitée, mais il y a cette envie de verre et d'accès à l'extérieur, qui n'est pas nécessairement traduit dans le jardin. Il y a notamment à Lille, il y a l'envie d'avoir une maison qui est performante au niveau économique et énergétique. J'allais dire environnemental, mais énergétique. On a un patrimoine qui est assez dégradé. Donc une forte prévalence du neuf, une envie de neuf, et puis il y a l'envie d'acquérir. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro, il est où? Il est en périphérie. Aujourd'hui, l'ensemble des systèmes de production du logement sont centrés d'un côté sur la ville dense, sur des petits logements, pour des investisseurs, dans le cadre de la défiscalisation. Regardez les chiffres, ils sont absolument édifiants, notamment sur la métropole et notamment sur les zones aménagées. Et de l'autre côté, sur les processus de primo-accédants, on est concentré sur des valeurs qui, de toute manière, sont complètement inaccessibles dans le centre. Donc déjà, il n'y a pas le choix. Ensuite, on ne présente que deux modèles, qui est d'un côté le petit logement, et en plus, après, là où je suis absolument pas d'accord, c'est que densifier la ville, c'est mobiliser les potentiels. Ça ne veut pas dire mettre du béton partout. Il y a de la place partout. Ouais. Mais Pierre Mille, va y avoir du végétal.
Ah non, pas sur le haut, pas sur les hauts. Pas sur les hauts. Alors on peut venir sur une opération ou une autre. Quoi qu'il en soit, on a aujourd'hui des potentiels aussi en termes de végétalisation de la ville qui sont phénoménaux. Je l'ai montré, la ville c'est quoi? C'est 48% à la bagnole. La vraie question c'est comment on reprend de la place là-dessus. C'est là-dessus qu'on va prendre de la place. C'est là-dessus qu'on va faire de l'espace public. C'est là-dessus qu'on va faire des parcs publics du quotidien. C'est là-dessus qu'on va faire des central parks dans les métropoles. Évidemment. Donc on peut d'un côté faire du végétal, de l'espace public qui permettent de répondre aux besoins des enfants et de leurs parents. Et notamment, ça veut dire pouvoir faire du vélo dans la rue, pouvoir jouer dans la rue et avoir du végétal. Il faut qu'on produise du logement familial grand et qu'on rende possible des processus d'accession pour des familles non pas modestes, mais à revenus normaux. Aujourd'hui, on n'a aucun de ces systèmes-là qui est en place. Question? Oui, devant. Et qu'on réduise les surfaces de nos logements. La frugalité, elle est là aussi, c'est clair. Oui, allez-y. Oui. Moi, c'est sûrement une question assez bête, mais c'est bien beau de faire des zones agricoles, mais pour qui? Parce qu'on sait qu'il y a déjà de moins en moins d'agriculteurs, que ça voudrait dire peut-être faire des fermes de plus en plus grosses, ce qui n'est pas forcément une solution si on veut aller vers du bio, j'en sais rien, mais des trucs plus durables. Et aussi, il y a pas mal de zones qui ne sont pas construites, mais qui ont déjà été... On a enlevé les vignes et tout ça dans l'espoir que ce soit construit. Et ça voudrait dire mettre de nouveaux agriculteurs dans ces terres-là. Je ne trouve pas ça forcément très facile. En fait, quand on urbanise un champ, on est très très rarement face à l'agriculteur quand on est urbaniste. Moi, ça m'est arrivé une fois, il m'a payé un coup de blanc. Je pensais me faire accueillir avec le fusil, ouais. En fait, il m'a payé un coup de blanc et il m'a filé la carte de son avocat. En fait, il s'était déjà fait exproprier, donc il savait comment ça marchait et il n'y a aucun problème. Ça a été extrêmement fluide. C'est très rare qu'on les voit. Parce qu'en effet, en général, il y a des processus, notamment dans les franges de la ville, j'appelle ça la lisière, sur lesquels on a des processus lents, sur lesquels on a un abandon de la culture. Et c'est des processus qui sont des processus éminemment spéculatifs. Ça s'est passé comme ça depuis 50 ans, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. D'où l'importance d'avoir des messages type zéro artificialisation nette qui disent clairement non. Et les attentes des acteurs économiques sera de dire, de toute manière, on ne pourra pas le vendre pour faire de l'habitat ou pour faire un lotissement, autant le cultiver. Première chose. Deuxième chose, je pense que la lisière de la ville, elle est extrêmement importante pour rétablir aussi notre relation avec la nourriture, avec le secteur agricole et aussi pour faire émerger de nouveaux types d'activités qui sont des vraies activités agricoles. Oui, en effet, on a une perte aujourd'hui du nombre d'exploitations. Oui aussi, peut-être que demain, cultiver la lisière, ça peut être un métier d'avenir. Aujourd'hui, on n'est pas tous obligés de faire des champignons dans d'anciens bâtiments. On peut aussi cultiver en périphérie et avancer là-dessus. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a un mouvement sur l'agriculture urbaine et de toute manière, il va bien falloir se nourrir. Donc, il va bien falloir le faire, ce boulot. Oui, oui, c'est vous. Qui a le micro? Ok, c'est moi. D'accord. C'est Youbom Nassour, bonsoir. Je suis urbaniste et aménagiste. J'ai une spécialité en dynamique sociale et aménagement du territoire. Et j'ai aimé votre... C'est un concept pour moi parce que j'ai dû effectuer un stage à l'IRCV qui parle du métabolisme urbain et l'économie circulaire sur l'aire urbaine de Nantes, donc sur les 108 communes. Donc, quand j'entends urbanisme circulaire, c'est bien de faire une nuance avec la notion de l'économie circulaire. Mais au-delà de ça, moi, je pense que est-ce que dans votre concept que vous avez développé, que je n'ai pas encore lu le livre bientôt. Ah non, je ne l'ai pas fini. Donc, est-ce que vous avez placé l'homme au centre de tout ce que vous avez fait? Parce que pour moi, il est important quand vous parlez de renouvellement urbain, de tout ce qui est densification, il faut qu'il y ait un comportement de l'homme avec grand H, bien sûr, à accepter tous ces changements, en fait. Okay. Merci. Oui, à la fin, finalement, le message, c'est que cette ville-là, non seulement elle est plus frugale, etc., mais elle est aussi plus sympathique à vivre. Et par rapport aux défaillances de l'homme, ou en tout cas nos difficultés à changer, il se trouve qu'on a déjà beaucoup changé et qu'on arrive à changer. Le vrai changement, mais vous l'avez vu en travaillant sur le métabolisme urbain, c'est que dans la circularité, il y a une nécessité d'avoir eu au moins une couche de coopération.
Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas déléguer le processus de fabrication de la ville uniquement aux régulations du marché, et qu'on est en train de retrouver finalement des formes de vertu, même pas du public, mais du commun. On parle des communs, etc. Et on est en train de se dire que finalement, comme outil de régulation, etc., et si on sortait le sol de l'échange marchand en le transformant en un bien commun? C'est la différence entre les analyses de métabolisme urbain que je suis très attentivement et mon travail, c'est que nous, on travaille sur une unité de sol. Et la circularité de cette unité-là, il va bien falloir qu'on apprenne à le gérer collectivement, en fait, ce sol, parce que c'est la base de notre bien commun. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Non? Pas d'autres? Si, oui. Voilà. Madame Vera, Benoît. Merci. Madame Vera, je suis membre du Conseil de développement et j'ai été élue pendant près de 25 ans dans différentes collectivités territoriales. Je voudrais revenir un peu sur le développement remarquable de votre argumentation qui fait un lien essentiel entre cette notion d'urbanisme circulaire et l'occupation des sols et sa consommation. Je pense qu'on a là la vraie clé du souci que l'on a à se faire, c'est en effet l'artificialisation des sols pour faire de l'habitat ou en tout cas pour autre chose que des espaces qui sont des espaces agricoles, forestiers ou naturels, mais qui dans tous les cas sont quand même quelque part, au vu des météorologies que nous avons aujourd'hui, des systèmes tampons indispensables d'une part. Et surtout, ce que je pense, c'est que contrairement à ce qui a pu être évoqué, ou que vous avez même vous-même évoqué, je pense que le maillon le plus important dans un système de réduction de consommation des espaces, c'est tout de même bien l'élu. Parce que l'élu de proximité, l'élu territorial, c'est quand même lui qui décide de ces documents d'urbanisme et qui décide de la consommation justement d'espace et de son urbanisme et de cet étalement urbain. Et cet étalement urbain, il est préoccupant maintenant hors métropole nantaise. Parce que vous l'avez bien expliqué, on part très loin et on fait du lotissement tout autour, on fait des zones d'industrie, des zones d'activité avec beaucoup de gazon. Ça continue. Ça fait 30 ans que j'en entends parler, ça fait 30 ans que l'on recherche toujours la solution pour obtenir la ZAN. C'est comme les réformes voilà. de l'éducation nationale. Oui. Donc, ma grand-mère en parlait. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une information de l'opinion publique, une information auprès des élus. J'étais ce matin à une réunion du Conseil régional pour travailler sur la mise en place d'une méthodologie, sorte de guide, pour gérer cette notion ERC, éviter, réduire, compenser. Et j'avoue que j'étais quand même effarée de constater combien les élus, les fonctionnaires territoriaux y compris, étaient complètement obnubilés par l'idée de construire une méthodologie de compensation au lieu de s'attaquer à la méthodologie de l'évitement de consommation des sols. Je l'ai répété toute la matinée, il y avait différents ateliers de travail, et je crois que le fond de la réussite de l'argumentaire remarquable que vous développez et que je partage complètement, ça passe largement par une autre éducation. Qu'est-ce que vous pensez de ERC et de la manière dont on l'envisage, je dirais déjà, dans les processus de mise en place au niveau des élus? Pour expliquer un petit peu, l'idée c'est du zéro artificialisation net, c'est de dire que toute extension urbaine à l'avenir devrait être, alors tout ça est en train d'être négocié à Paris, autant vous dire que tout peut se passer, devrait être soit évité, donc on doit justifier le fait que c'est nécessaire de faire cet aménagement-là, soit réduit, donc on le fait mais on a fait vraiment tous les efforts pour limiter cette extension urbaine, et si on est obligé d'en faire une, il va falloir compenser. Déjà, on ne sait pas comment compenser une extension urbaine. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur les friches. Transformer une friche telle que moi je la vois, je la vis en secteur agricole, compensation, je ne sais pas faire. En tout cas, moi, je ne mangerai pas les salades. Notamment sur un certain nombre de sites industriels. Donc, on ne sait pas comment on va compenser. Et le bilan qui a été fait
de ce cycle ERC qui est utilisé en compensation des impacts environnementaux des opérations d'aménagement, des déplacements d'espèces, une atteinte au milieu humide, etc., etc. Donc là, on a 20 ans de recul. Il y a un bilan scientifique qui a été fait qui conclut que 80% des opérations de compensation sont un échec. Donc en fait, on ne sait pas compenser. On peut se poser la question de comment on mesure la compensation, etc. Mais en fait, on ne sait pas. Là où je suis assez optimiste, c'est que comme pour les zones humides, comme pour les compensations, etc., on va sortir un cadre réglementaire et puis au fur et à mesure, on va serrer la vis. Et puis on va avoir des équations économiques de l'étalement urbain qui vont plus fonctionner. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va augmenter les valeurs, notamment les valeurs de l'aménagement, les valeurs du coût du foncier. Mais non, ça ne fonctionne pas et on le sait. Moi, ma position, c'est de dire que, on doit travailler à la bonne échelle, hein, notamment avoir des SCOT ou équivalents à la bonne échelle, qui posent très clairement le cap donné, zéro artificialisation nette, et qui créent des cadres d'exception, avec des logiques de compensation extrêmement, extrêmement ambitieuses. La région Bretagne est en train de réfléchir dans son SRADET à avoir des formes de solidarité territoriale au travers de la compensation, et notamment de se dire que pour les territoires qui doivent s'étaler quoi qu'il en soit parce qu'ils n'arrivent pas à faire autre chose, notamment les métropoles, les compensations viendraient financer, par exemple, la renaturation de friches industrielles dans des secteurs qui n'ont pas vocation à être urbanisés. Ce n'est pas inintéressant comme processus. Mais en tout cas, la base, c'est de dire clairement, on arrête. Prenez le micro, Madame Vera, parce que... La meilleure compensation, c'est l'évitement. La meilleure compensation, c'est en effet d'éviter plutôt que réduire et compenser, et de désartificialiser dans les mêmes proportions, ou en tout cas tendre vers les mêmes proportions que la superficie que l'on artificialise. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est des réflexions qui sont très avancées à Strasbourg. Le SRADET de Auvergne-Rhône-Alpes devrait reprendre, enfin, a repris d'ailleurs le concept d'urbanisme circulaire. Enfin, on est quand même un certain nombre il y a quand même un certain nombre de territoires qui ont changé de cap. C'est pas la Loire-Atlantique. Hein. Certes, mais ça va venir. Et les dégâts continuent. Alors, question suivante, oui, dans le fond. Bonjour, Jérôme Dion. Je partage votre constat, je partage les enjeux, les ambitions. J'ai juste une question qui concerne l'humain. Il y a beaucoup de nouveaux quartiers à Nantes qui se construisent, plus ou moins réussis au niveau de l'urbanisme, de l'environnement, de la densité, de la mixité. Plutôt pas terrible. La ZAC des îles à Pirmil est plutôt a priori un bon projet. Mais la question qui se pose peut-être au vu de l'étalement urbain et de ce que disait Madame sur les jeunes qui ont en fait envie il y a 10 ans d'habiter une maison dans un lotissement quelque part, comment on fait pour donner envie de changer de modèle? Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'essentiel des gens, si on leur demande ce qu'ils veulent, c'est d'habiter dans une maison individuelle au calme, à l'écart, à proximité de la campagne. C'est ce que disait Ford. Hein. Il dit demander aux gens ce qu'ils voudront. Ils voudront un cheval qui va plus vite. Oui. Ma question, c'est comment est-ce qu'on déconstruit et on dit comment est-ce qu'on donne aux gens un processus d'investissement dans leur logement par l'achat, qu'ils puissent investir et sortir de la location parce qu'ils arrivent à une étape de leur vie où. Comment on leur donne du vert, une présence de nature. Comment on leur donne un extérieur dans leur logement et comment on leur donne un logement de taille suffisante. Et je rajoute en plus, frugal en termes d'énergie, frugal en termes de matériaux, globalement écolo. Ça, on ne sait pas faire aujourd'hui à des prix abordables. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est la question. Moi, je ne juge pas le résultat des projets urbains, etc. Parce qu'on peut tous avoir un avis. Ça, c'est beau, ça, c'est pas beau, ça a marché. Il faut du temps pour juger la ville et de son efficacité. Par contre, dans les processus, en effet, sur Pirmil, ça, moi, je suis assez clair, et on a travaillé, on en parle dans le bouquin. En tout cas, il se pose la question de comment on fait et comment on peut faire mieux, c'est-à-dire comment on peut faire du logement qui soit une alternative crédible aux pavillonnaires de périphérie, à destination des familles, et qui donc doit être à des prix normaux et en plus écolo. Après, ils vont peut-être pas y arriver. Hein. Alors, justement... une double question sur la notion de prix qui ne transparaît pas trop dans votre présentation. Donc voilà, je vais juste plomber. Mais est-ce que vous ne pensez pas, en s'appuyant par exemple sur l'exemple excellent que vous avez mis en avant sous forme de graphe de Toulouse,
Est-ce que vous ne pensez pas que le transfert, on va dire, des 15-44 ans a aussi une raison bassement économique et de manière sous-jacente, pour l'avoir fabriqué, on va dire, de manière professionnelle, reconstruire, retravailler des friches urbaines est quelque chose aussi qui coûte beaucoup plus cher qu'un système classique. Et donc, quelque part, les acheteurs potentiels ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vont se déplacer en deuxième couronne, par exemple, de Nantes Métropole. Parce que beaucoup d'entre eux, moi je travaille dans une petite commune de la deuxième couronne, et beaucoup de personnes arrivent là-bas parce qu'ils n'ont très clairement soit plus les moyens d'habiter sur la grande métropole, ou soit d'acheter pour habiter sur cette grande métropole. Et donc on se retrouve avec, si je puis dire, une population qui subit aussi cette problématique de coût et qui n'a pas d'autre moyen que d'utiliser la bagnole, comme vous la citiez tout à l'heure, pour venir bosser dans la métropole. Et ça, on rejoint la notion des villes de courte distance, mais c'est vrai que cette notion-là, on a un peu l'impression que, je veux dire, s'il n'y a pas quelque part cet enjeu financier de manière prégnante, alors c'est peut-être le dernier chapitre que vous êtes en train de rédiger de votre ouvrage. Non, il est rédigé celui-là. Ouais. Mais c'est vrai que cette dimension financière, je pense qu'elle est plus que fondamentale. Ah oui, en tout cas, dans le système actuel tel qu'il est. Alors très clairement, vous en parlez à plusieurs niveaux. Donc oui, clairement, enfin, la valeur, c'est aujourd'hui la capacité de se payer la proximité. Voilà, beaucoup de Français ne peuvent pas se payer la proximité et beaucoup de Nantais ne peuvent pas se la payer. Et donc, ils ne font pas le choix de passer 1 heure, 1 heure et demie dans la voiture tous les jours. Ils peuvent pas, il n'y a pas de capacité financière à faire autrement. Par ailleurs, vous savez que dans la plupart des impositions, n'est pas pris en compte le coût induit par la voiture. À l'échelle des ménages. Donc oui, clairement, la variable financière, elle est essentielle, et c'est donc là-dessus où il y a une lutte dans les métropoles à faire par la densification et la baisse des prix, la maîtrise des prix. Et donc la baisse, moi je suis extrêmement clair là-dessus, ça veut dire qu'on produit complètement différemment. Ça veut dire qu'il va falloir faire aussi complètement différemment. Alors, sauf que faire de l'étalement urbain, c'est pas cher, parce qu'on ne paye pas le terrain agricole, le prix qui devrait être payé, parce qu'il a une valeur, ce qu'on appelle des services écosystémiques, qui nous rend un service dans le long terme. Et là, on perd une capacité nutritive. Donc, on fausse aujourd'hui la valeur d'acquisition de ces terrains-là. On mutualise des coûts. Donc aujourd'hui, globalement, si vous reprenez toutes les équations économiques des opérations d'aménagement, vous avez l'air de les connaître, en étalement urbain, elles sont systématiquement déficitaires. C'est pas vrai qu'on peut faire des lotissements à 35 € le mètre carré. C'est pas vrai. On peut pas faire, on sait pas faire. Des lotissements communaux, en troisième couronne, on ne sait plus faire, parce qu'en fait, on n'a pas compté le maire, le secrétaire de mairie, etc. Il y a plein de coûts cachés qui ne sont pas inscrits dans l'équation, et de toute manière, on a un déficit d'opération à la fin. Donc aujourd'hui, on sponsorise tout ça. Je ne parle même pas des zones d'activité économique, où là, on est vraiment sur de la subvention cachée. Je ne comprends pas d'ailleurs que l'Union européenne ne soit pas posée la question. Parce que là, c'est vraiment, on est sur un scandale phénoménal. Donc aujourd'hui, on sponsorise avec des données publiques, donc on mutualise des coûts. Et je ne parle pas du coût de la voiture. Aujourd'hui, le coût induit par la voiture en France est évalué à 50 milliards par an. Et là, je ne mets que les coûts en termes de santé publique et d'accidentologie. Donc vous imaginez que, voilà. Aujourd'hui, on ne paye pas, l'étalement urbain ne paye pas les vrais coûts. Et même s'il le payait, je vais vous dire, ce serait toujours moins cher que du renouvellement urbain. Parce que démolir un bâtiment, le désamianter, dépolluer des sols, c'est-à-dire tirer un trait sur les erreurs du passé, c'est ça que ça veut dire, ça aura toujours un coût supplémentaire. La question, c'est est-ce que quand il y a ce coût-là, quand on éponge des erreurs du passé, des erreurs souvent individuelles, qui ne sont pas des erreurs nécessairement collectives, et en même temps on peut en discuter, est-ce que ce foncier-là, sur lequel on vient de réinvestir de façon massive, souvent essentiellement avec des données publiques, est-ce que ça a vocation à repasser au privé ? Aujourd'hui, on a des espaces énormes qui sont gérés comme étant des fonciers publics sur lesquels on vient construire des bâtiments privés, tous les domaines portuaires par exemple. Donc on a aussi des moyens de sortir le sol de l'équation, que ce soit un sol acquis pas cher, j'ai envie de dire, ou que ce soit un sol qui a été lourdement pollué, etc. Moi, à mon avis, c'est qu'à partir du moment où la collectivité a surinvesti dans un lieu, il n'y a pas de raison de ensuite le remettre sur un marché
libre. Alors moi, je suis pas enfin, je veux dire, je suis pas communiste. Hein, certains pourraient témoigner ici. Pour autant, le renard libre dans le poulailler libre, parfois ça marche pas. Et là, il se trouve que sur nos équations économiques en termes d'aménagement, on sait que ça marche pas, et on le sait depuis longtemps. Si vous permettez, Oui, je voudrais qu'on revienne un petit peu, vous l'avez à de nombreuses reprises abordé, les enjeux du déplacement dans l'urbanisme circulaire. On l'a bien vu à travers un des schémas que vous avez présentés, ou plutôt, on a bien vu que dans l'agglo, il y avait des zones vertes, un petit peu orangées, mais c'est surtout à la périphérie de l'agglo, si on prend l'exemple nantais, que se situe le problème de la consommation de surface qui s'accélère et qui donne une couleur orangée. On a bien compris aussi que la place de la voiture devait être mise en cause. Mais dans la ville, c'est se loger, c'est aussi travailler, avoir des problèmes de santé, avoir des loisirs, se déplacer pour l'éducation des enfants et des étudiants. Quels sont les concepts que vous mettez en termes d'enjeux de déplacement dans l'urbanisme circulaire? Le fait, c'est une ville qui multiplie, qui donne le choix et qui multiplie les alternatives à la voiture. La question, c'est comment est-ce qu'on fait une ville et comment est-ce qu'on donne envie aux gens d'habiter une ville qui leur donne le choix. Et notamment, moi, mon ennemi, c'est pas la voiture. Mon ennemi, c'est la deuxième voiture. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire que des ménages puissent se passer d'une deuxième voiture. Et on voit bien là tout le chaînage économique. Les économies quand vous supprimez la deuxième voiture, c'est énorme. Énorme, un impact économique énorme. Donc là, ça veut dire qu'on va accepter de se rapprocher. Il faut qu'on ait envie de se rapprocher, il faut qu'on puisse avoir les moyens de se rapprocher, et il faut que ça ait un sens global économique. Moi, j'avais fait une estimation, alors maintenant, il y a 15 ans, à Aix-en-Provence, en termes de valeur foncière, je vais vous dire, déjà, on était bien. Hein. On avait mis dans l'équation, sur 25 ans, l'ensemble des coûts de l'habitat entre les choix résidentiels qui étaient faits à l'époque, c'est-à-dire 35 à 40 minutes du centre et des zones d'emploi, hein, la plupart des choix résidentiels, notamment avec une difficulté importante pour la ville, pour la collectivité, de recruter des fonctionnaires territoriaux. Je veux dire, à un moment, on a besoin aussi d'infirmières, de pompiers, de policiers, de fonctionnaires territoriaux derrière les guichets. On a besoin de salaires normaux, quoi. Et pas forcément de les envoyer à 40, 45 minutes. C'était déjà le cas il y a 15 ans à Aix-en-Provence. Quand on alignait l'ensemble des coûts induits par rapport à un foncier complètement délirant dans la ville, il était plus intéressant économiquement d'acheter très cher dans le centre-ville et de supprimer une voire deux voitures. Et on n'est même pas rentré dans l'accidentologie derrière des ados, du scooter, du machin et des trucs. Juste les coûts directs de la voiture. Donc aujourd'hui, on masque ces coûts-là, on ment aux gens. Voilà. On ment aux gens et on leur dit globalement, venez chez nous, il y aura 30 minutes de voiture. Oui, c'est vrai, il y aura 30 minutes de voiture, mais dans 10 ans, l'essence sera pas au même prix et ce ne sera pas 30 minutes, ce sera 45 minutes, ce sera 50 minutes, etc. etc. On a le syndrome. Donc c'est la ville, c'est la ville qui permet d'avoir le choix de son outil de mobilité. D'autres questions? Oui. Merci, bonsoir Antoine Well de Ville Parallèle. Est-ce que vous connaissez l'effet barbecue? Alors l'effet barbecue, c'est quand on densifie la ville et que des personnes viennent le week-end, enfin sont en ville la semaine, ils ont particulièrement envie d'aller prendre le barbecue en dehors de la ville le week-end. Et en fait, on se rend compte qu'on a un mouvement de déplacement, une compensation automobile qui est quasi supérieure à quelqu'un qui ferait des allers-retours. Parce que ces personnes qui sont aussi en ville vont aller voir beaucoup plus leur grand-mère qui habite loin, vont prendre l'avion pour aller... Et en fait, dans le fond, moi j'aime beaucoup le principe d'urbanisme circulaire, même si je vous avais dit que je trouvais ça un peu tarte à la crème. Et je pense que dans le fond, ce à quoi il faut se préparer, c'est plus une politique de rationnement. Et c'est comment on donne envie aux gens, comment on crée un imaginaire qui rend le rationnement chouette. Et ça,
franchement, la personne qui arrive à le faire, eh ben, je serais très impressionné. Il y a un travail qui est fait aujourd'hui. Donc, je ne connais pas l'effet barbecue. Alors, moi je ne parle pas de densité, je parle de densifier. Densifier en Vendée, ça veut dire de mettre un étage sur les maisons. Hein, donc, c'est un processus, donc ça n'empêche pas de faire son barbecue là. Donc, dans le processus, il y a toute une granularité. Et voilà. Mais en tout cas, c'est de se dire où est-ce qu'on a de la place et aussi de se dire où est-ce qu'on n'a plus de place. Il faut arrêter. Moi, je suis très clair là-dessus. Je n'ai pas un objectif de R+8, de machin, de trucs, etc., etc. La question, c'est comment à un moment, on se dit, est-ce qu'on utilise ou pas ce jardin? Est-ce qu'il est trop grand ou pas? Et s'il est trop grand, est-ce qu'on peut y faire quelque chose de sain sans emmerder tout le monde? Donc, et il y a des moments, oui, qu'il y ait des effets de bord, des effets rebonds, très clairement. On disait quoi déjà? Ça y est, Oui, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire un bouquin, donc il n'est pas fait, sur le travail qui a été fait pour le rationnement et la mobilisation au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on se mobilise, et notamment pour le rationnement, au moment où les États-Unis n'étaient pas en guerre, et où le Canada était déjà rentré en guerre, et donc ils étaient, comme l'ont été après les États-Unis, c'est-à-dire en retrait, et pour autant ils vivaient le rationnement. Vous n'êtes pas attaqué sur votre sol, et pour autant, vous avez une population qui accepte de fonctionner différemment, avec une organisation qui est devenue complètement différente et qui a été efficace. Donc, je n'ai pas les retours de ça, mais je pense en effet que le rationnement et l'économie de guerre, il faut qu'on s'en inspire à certains moments et il va falloir le rendre acceptable. L'effet barbecue a été popularisé entre autres par Jean Viard hein, dans pas mal de ses ouvrages. Non, je n'ai pas de questions. Alors peut-être qu'on va terminer notre séance là. Je pense qu'il y aura un exercice intéressant à faire parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous vivez dans une tour qui va se vider assez rapidement, probablement. Il y aurait plusieurs questions à poser autour de ça. La question de l'irrationnel, parce qu'on est dans une ville où il n'y a pas suffisamment de surface de bureau et d'un trait comme ça, alors qu'il n'y a pas de péril sanitaire dans la tour, on va supprimer 20 000 m² de bureaux. Mais ce n'est pas ça la question. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un exercice d'économie circulaire sur ce bâtiment, avec de l'occupation temporaire intermédiaire, avant une occupation définitive. C'est sûrement un sujet que vous avez commencé à regarder, y compris avec des étudiants peut-être. En tout cas, il y en a qui sont venus réfléchir sur ce sujet-là et qui ont d'ailleurs proposé de faire une champignonnière dans les parkings souterrains et une ferme urbaine. Bon, je ne sais pas si vous avez un commentaire sur cette tour, mais c'est un objet intéressant par rapport à l'économie circulaire. Alors je m'éloigne, mais c'est pour ça que je suis de façon attentive sur ces enjeux-là. Le projet à Bruxelles du World Trade Center, qui a à la fois fait l'objet d'une occupation temporaire, qui devait être déconstruit, qui ne va pas être déconstruit, et sur lequel il y a une logique, pour le coup, de métabolisme urbain, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit les impacts, comment on récupère les matériaux. Par exemple, comme on le fait aujourd'hui sur la tour Montparnasse, où il y a la récupération des vitrages, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Autre que pour du réemploi et pas du recyclage. Donc oui, c'est des vrais espaces de projet. Moi, je n'ai pas fait le dessin, mais il y a un moment, quand j'entends qu'on a des projets de construction de parking et qu'on a un parking qui ne sert à rien, quand on voit des volus comme ça, je pense que ça repose la question du dialogue et de l'échelle de dialogue et de comment on fait projet collectivement. Ok, on ne va pas trouver la solution ce soir, mais c'est en tout cas un sujet intéressant. Je crois que l'exposé de M. Grisot était très intéressant. Vous pouvez l'applaudir à nouveau. C'est là. Le bouquin sera en vente à pas cher, à 10 € en librairie très prochainement. Pour être informé de la sortie, vous inscrivez sur urbanismecirculaire.fr. On vous informera par mail. Pardon. Non, c'est fini. C'est juste qu'on a compris qu'il y avait quand même des défis devant nous et qu'il va falloir vraiment s'y attaquer.